Et le sport a pour habitude de nous être présenté sous une manière peut-être compétitive où on devient quelqu'un si on a battu plus de personnes que les autres. Mais dans le cadre du développement personnel, je suis pas sûr que ça remplisse toute sa mission de simplement battre d'autres personnes pour pouvoir s'exprimer de qui je suis vraiment. Salut Stéphane. Salut à tous. Dis-moi, est-ce que tu as une petite routine matinale qui te permet de te sentir en forme, plein d'énergie pour exprimer ton plein potentiel au cours de la journée ? Alors, je pourrais en avoir plusieurs, mais en ce moment, c'est l'hiver. Alors, je vais te dire celle de l'hiver. Celle d'hiver, c'est déjà de remettre en route la cuisinière à bois, parce que nous, on se chauffe aussi à la cuisinière à bois dans la ferme dans les Vosges, avant de faire quelques salutations au soleil pendant que la marmite d'eau chaude coule et de se couler un café ou une tisane. C'est peut-être celle-là vers les 6h, 6h15 du matin, en ce moment, qui me met dans un état qui me permet de pouvoir enclencher une journée avec déjà un déroulé déjà bien précis et déjà bien organisé. Mais c'est une routine qui peut effectivement me mettre dans l'entonnoir, on dirait, en préparation mentale pour effectivement exprimer le plein potentiel, de pas être en retard et d'avoir déjà d'être enclenché correctement les choses. Tes salutations au soleil, c'est plus pour la reconnexion à toi-même, pour passer de cet état parasympathique à cet état un peu plus d'éveil, ou bien c'est une façon pour toi d'entretenir ta mobilité ? Eh ben, j'ai presque envie de te dire qu'il y a quelques années en arrière, c'était peut-être une raison qui était la première que tu me dis. Il y a une forme de méditation, de pas tout de suite être dans quelque chose tourné vers l'autre, parce que mon métier est aussi tourné vers l'autre, ou tourné vers l'extérieur, en écoutant les informations ou autres, et de véritablement d'être ici et maintenant dès le matin, pour pas y aller non plus trop vite. Et maintenant, il y a presque 50 ans, il y a plutôt une histoire de garder une mobilité et peut-être une forme de phobie, non que je ne veuille pas vieillir, parce que je suis très content de vieillir, mais par contre de vieillir dans des conditions acceptables, et on a basculé vers quelque chose de beaucoup plus physique, lié à une mobilité des articulations dans une grande amplitude, etc., et on va plus vers ce penchant-là maintenant, ouais. Parce que on pourra en reparler, t'as un palmarès en ultra trail absolument incroyable, t'as réalisé beaucoup d'aventures, etc. Donc ton corps, c'est à la fois un facteur d'expression, de développement personnel, mais aussi potentiellement ton métier. Ce travail, cette pratique autour de la récupération, de la mobilité, des étirements, etc. C'est quelque chose qui a toujours fait partie de ta vie, ou bien ça s'appelle à toi maintenant que tu commences à vieillir ? Alors tout ce qui est propre à la récupération, comme tu le dis, alors on n'a pas forcément tous les mêmes jargons, c'est-à-dire que moi ce que j'appelle récupération, c'est inévitablement pas du tout le même terme que monsieur et madame tout le monde peut l'entendre, parce que je me suis forgé aussi moi-même mes propres outils avec mon propre vocabulaire, mais je vois bien vers quoi ça veut tendre ta question. Moi, tout ce qui est les étirements, tout ce qui est ces moments peut-être de méditation, peut-être à base de entre les étirements et le yoga, j'ai vraiment jamais été branché étirement pur et dur à la fin d'une séance avec le long d'une piste d'athlétisme forcément doit se conclure par une attitude de geste, de posture avec étirement, etc. J'ai été assez rapidement plutôt convaincu par l'idée d'avoir une séance d'assouplissement, plutôt un moment pour soi, 2 fois par semaine d'une vingtaine de minutes, basé plutôt sportif dans l'attitude, plutôt étirement ou assouplissement, mais avec une idée d'être dans un endroit sans bruit, un moment un peu particulier qui pourrait presque être apparenté à du yoga ou à une forme de méditation ou à un moment calme, alors qu'on est dans des sports ou dans des vies qui sont très tournées vers l'autre, tournées vers le sport, vers le bruit intérieur en permanence. Ça peut arriver. Sauf parfois, moi, souvent pendant les entraînements où je fais sensiblement redescendre la note, la pression interne pour pouvoir arriver à quelque chose de plus calme. Ça contribue par ce genre de moment. C'est-à-dire avoir l'attitude de ne pas se sentir jeté d'un avion sans parachute quand on se retrouve dans un endroit sans bruit, dans un moment très calme, et on s'y sent bien. Parce que on peut aussi être happé facilement dans nos vies où on doit se sentir obligé d'être occupé ou pris de quelque chose qui nous tienne en vie, et que finalement de ne rien faire ou d'être dans quelque chose où on redescend considérablement la note interne est un très très bon moment. Enfin, en tout cas, vient un peu rééquilibrer tout ça, quoi. Et encore, toi, t'as la chance d'habiter à la campagne, dans une ferme. Tu parlais du matin quand tu mettais le bois dans la cheminée, etc., pour chauffer l'endroit. T'es déjà dans un acte de présence, de calme, qui est autrement différent de la plupart des gens. Mais t'as raison, hein, cette fuite du temps, et aussi cette capacité à suroptimiser
chaque seconde. Tu vois, moi je fais des podcasts, j'adore les podcasts, mais à un moment ils ont pris trop de place aussi parce qu'à côté de ça, je suis entrepreneur, je suis père de famille et je suis un peu hyperactif, passionné, curieux, et donc naturellement, eh bien, j'essayais d'optimiser chaque minute, chaque seconde de mon temps, et donc je me retrouvais à écouter des podcasts pendant que je courais, pendant que je marchais, et en réalité, maintenant, je cale dans mon emploi du temps ce que j'appelle des marches créatives. Je considère comme du travail parce que je m'aperçois que ces moments off où justement je me contente simplement de marcher sans intention, sans finalité, sans objectif précis, permet à mon cerveau, justement par l'absence de bruit, de métaboliser toutes les informations, toutes les idées, tout ce qui se passe dans sa vie pour itérer, trouver de nouvelles solutions, de nouvelles idées créatives, faire un peu d'introspection, etc. Et c'est ce que j'aime aussi dans le trail, dans ces temps longs. J'ai l'impression que par la fatigue, par la durée, par la connexion à la nature, c'est comme si ça réduisait le seuil d'activation de mon mental pour laisser émerger plus de processus liés à l'ici et maintenant, à l'émotion, et ça m'aide à distinguer ce qui est important de ce qui est futile, quelle est ma mission de vie, à quoi j'ai envie de dédier mon temps. Je sais que toi, dans ta pratique du trail, c'est tu le cites parfois comme une quête de soi, comme une façon de te développer personnellement. Est-ce que tu peux m'en dire plus justement sur ta philosophie du sport et de la course à pied? Alors c'est un vaste sujet parce que c'est peut-être principalement le sujet de ma vie et presque le sujet de mon travail à l'heure actuelle, c'est-à-dire aussi d'accompagner des gens qui viennent principalement se rapprocher de moi pour les accompagner dans leur démarche de développement personnel avant de les utiliser, d'utiliser leur corps pour faire du trail. L'argumentaire principal quand on se rapproche de moi, c'est pas d'obtenir des solutions pour courir plus vite que tout le monde, mais c'est aussi d'utiliser le trail comme un outil de développement personnel au travers d'une démarche, et que presque cet outil et cette démarche de trail ne vient qu'à la fin du process, tout comme moi j'ai bien pu faire exactement la même chose. C'est-à-dire aussi que quand on est dans le temps long, et effectivement et la préparation et le trail par lui-même, imaginons qu'un trail c'est au moins 40-50 km, avant c'est des courses nature peut-être courtes, où on n'a pas le temps de rentrer dans ce moment où on arrête le temps finalement, on arrête le temps occidental de quelqu'un qui vit à la ville, mais aussi à la campagne, hein, ne t'inquiète pas, on essaye tous de faire rentrer 25 ou 26 heures par 24 heures, et tu le dis exactement, on écoute un podcast en même temps qu'on fait autre chose, etc., etc., et que de s'obliger au travers, on se crée un moment particulier où on va arrêter le temps, et effectivement, si ça peut être pendant 10, 12, 15 heures, 20 heures, ça reste des moments presque que l'on vient s'offrir, s'obliger pour pouvoir, on sent qu'on a véritablement besoin de ce genre de choses. Alors nous, je parle des gens qui font du sport outdoor, ont décidé de faire le Vendée Globe, ou ont décidé de faire un ultra trail, ou ont décidé de traverser la France en vélo pour aller rejoindre leur grand-mère à Marseille depuis Strasbourg, ou ont décidé X choses, certes. Mais c'est l'un des arguments principaux, et inévitablement, surtout à cette période de l'année, là on est en décembre, on est début décembre, les personnes réfléchissent à leur saison, et les athlètes ou les personnes qui viennent à mon contact pour pouvoir les aider, j'ai fait exactement la même chose, c'est que je ne suis jamais parti d'une envie de faire une épreuve particulière, mais je suis plutôt parti d'un autre fonctionnement. J'ai au fond de moi ce moment précis de ma vie, à 23, 24, 25, 35, 50, 65 ans, on a des envies particulières, un rêve, vouloir vivre une émotion, une vengeance personnelle, enfin j'en sais rien, une énergie à vouloir retrouver, un remerciement à la vie de s'en être sorti après cet infarctus, j'en sais rien finalement, un quelque chose qui est purement psychologique, ça c'est une bonne résolution, parlons-en, parce qu'on n'est pas loin de ce moment-là. Et à partir de cette idée, je demande aux athlètes assez rapidement de dire, ok, vous avez cette énergie qu'on peut, alors moi j'appelle ça une cause noble, après les gens traduisent ça comme ils veulent, de trouver des ingrédients, de les lister. C'est-à-dire, je demande aux personnes, je dis, alors, vous avez cette idée forte qui est en vous, vous avez envie de les exprimer, et pour l'exprimer, vous avez besoin inévitablement de trouver des ingrédients qui vont concrétiser cette chose-là. Alors ça se dit, moi j'aimerais bien que ce soit plutôt porté vers l'extérieur. Je passe ma vie tout le temps en intérieur, et cette idée forte que je veux développer en moi, ce rêve ou cette énergie ou ce sentiment, j'aimerais que ce soit quelque chose qui se passe dehors, parce que je suis toujours enfermé et je sens que j'ai vraiment besoin de ça. J'ai pas envie que ça coûte très cher, parce que j'ai pas forcément envie de prendre sur mon budget familial beaucoup d'argent. Donc je veux que ce soit quelque chose qui coûte pas cher. Je veux que ce soit dans un temps long, parce que j'ai l'impression que tant que je vais pas passer au moins 2-3 jours
jours non-stop dehors, eh ben, je ne pourrais pas me recentrer effectivement sur moi-même et de n'avoir que moi à penser. Et je pense que d'être narcissique et égoïste à un moment ou un autre dans sa vie, c'est ça du développement personnel. C'est avoir la capacité véritablement de devenir soi-même, en dehors de son temps professionnel, de son temps personnel, familial, associatif, relations autres. Ce temps de développement personnel doit inévitablement en grande partie être égoïste et narcissique pour pouvoir se révéler ce qui on est vraiment, et que quand on vient interagir avec son milieu professionnel en étant vraiment soi-même, quand on interagit au travers de sa famille ou de l'association dans laquelle on est président en étant vraiment soi-même, je trouve qu'on dégage une énergie qui est quand même appréciable par les autres, et ça me semble important, et que ce développement personnel, et que quand cette personne dit bah voilà, moi je veux développer personnellement ce truc-là en ce moment dans ma vie, les ingrédients sont ceux-là. C'est oui, ça doit se passer dehors, ça doit pas coûter très cher, ils me sortent des argumentaires qui peuvent mettre dans la matière cette cause noble. Et à partir de là, on rassemble tout ça et on cherche un événement. Seulement là, on va chercher un événement qui aura pour pouvoir de reprendre l'intégralité de ces ingrédients qui ont été choisis, et qu'à partir de là, va sortir un événement qui aura une vraie connotation importante et psychologique, parce que elle aura la capacité de reprendre tous les ingrédients qui ont pour pouvoir d'assouvir, de mettre dans la matière cette cause noble personnelle. Alors ça peut paraître très compliqué, mais que quand cette démarche est faite, tout a du sens, et que l'UTMB n'est plus l'UTMB, parce que l'UTMB c'est simplement la reprise de tous ces ingrédients qui peuvent être dans la possibilité de cette personne-là, et qui aura pour pouvoir de mettre son envie, son rêve, cette vengeance et ce quelque chose qu'elle a au fond d'elle dans la matière. Et là ça change tout. C'est-à-dire que la pratique véritablement n'est pas un tour de manège, n'est pas simple une activité ludique pour passer du temps ailleurs que dans son travail et dans sa famille, mais sera capable aussi de pouvoir lui apporter de la concrétisation de choses très personnelles, et que une fois qu'elle l'aura fait une fois, elle le fera pour une autre cause noble personnelle, et elle utilisera le sport outdoor peut-être comme un outil, et que 10-15 ans après, ce sera peut-être plus le sport outdoor pour pouvoir aussi mettre dans la matière des causes nobles, mais peut-être la cuisine ou le piano. Ça, parce que l'outil qui sera nécessaire pour réunir tous ces ingrédients en un seul et unique événement ne sera peut-être plus lié au sport outdoor. Mais en tout cas, quand les personnes viennent à moi, et moi-même j'ai fait exactement cette démarche-là, donc j'ai commencé ça en 2009 par une idée simple. Alors c'était peut-être pathétique au début, mais c'était comme ça. C'était aussi une manière de pouvoir parler à mes parents. Quand j'ai pensé à cette méthodologie et cette façon de penser, après m'être renseigné, d'avoir passé du temps, voilà, c'est la petite histoire, d'avoir passé 9 mois dans une cabane 3 mètres sur 3 dans le fond de mon jardin, et de chercher quelque chose qui pouvait dépasser le cadre du sport. Comme il nous est présenté, le sport a pour habitude de nous être présenté sous une manière peut-être compétitive, où on devient quelqu'un si on a battu plus de personnes que les autres, et celui qui a battu tout le monde, c'est comme ça que c'est dit, j'ai battu tout le monde. Alors, enfin, ça, dans les termes, c'est quand même important. Plus t'as battu de personnes, plus t'es quelqu'un d'important finalement, et que est-ce qu'on a véritablement besoin de battre d'autres personnes pour être quelqu'un? Ça, c'est le sport en compétition qui veut ça. Ce n'est pas une critique, mais c'est la vérité. Mais dans le cadre du développement personnel, je suis pas sûr que ça remplisse toute sa mission de simplement battre d'autres personnes pour pouvoir s'exprimer de qui je suis vraiment, et de se rendre service à soi-même, parce que le but c'est quand même, hormis de faire le malin devant les autres, il arrive un moment, il faut essayer de se rendre service à soi-même, de se faire plaisir, d'avoir des petites victoires qui a une capacité aussi de nous développer psychologiquement et personnellement. Et une fois que j'ai eu fait ce travail sur moi, alors j'ai utilisé cet argumentaire des parents qui n'avaient pas toujours été très très sympathiques avec moi, et que je me suis dit tiens, après tout, je veux faire du sport autrement, je ne vois plus l'intérêt de pratiquer le sport de cette manière qui nous est présentée depuis qu'on est peut-être à l'école primaire, et je vais utiliser un autre argumentaire. Donc je vais dire tiens, je vais essayer de partir de cette cause noble, je réunis les ingrédients. Il fallait pas que ce soit un sport cher, il fallait que ce soit du pas vite mais tout le temps. Je n'ai pas des qualités génétiques qui me permettent d'être explosif. J'ai quelques difficultés pulmonaires qui ne me permettent pas non plus d'avoir des VO2 max extraordinaires. Il fallait pas que ça coûte cher, il fallait pas que ce soit avec des créneaux horaires précis, parce que j'avais un métier qui ne me permettait pas d'être à 17h à la piscine. J'allais m'entraîner comme bien pouvait. J'avais une famille, donc je m'entraînais souvent la nuit, enfin, etc. Il fallait que ce soit un sport outdoor lié à mon environnement. J'habitais dans les Vosges, et je listais tout ça. Et une fois que j'ai réuni tout ça, il fallait que ce soit un résultat de niveau international ou national pour avoir un impact sur mes parents, qui avaient passé beaucoup de temps à m'expliquer que je ferais mieux que de mal travailler à l'école et d'avoir de piètres résultats sportifs, je ferais mieux d'aller travailler à l'usine. Donc j'avais aussi l'envie de leur montrer que non, j'arriverais à un jour à avoir un résultat sportif, donc il fallait un résultat majeur, etc., etc. Et une fois que j'ai mis tous ces ingrédients, est sorti
l'envie de faire top 10 à l'Ultra Trail du Mont Blanc, en sachant que en 2009, le gars, il fait des trails de 40, 50 km ou 60 et qu'il est bien loin du compte pour être parmi les meilleurs. Mais il utilisait l'argumentaire sportif avant d'utiliser l'argumentaire développement personnel. Et là, à partir de là, tout a changé. C'est-à-dire qu'effectivement, une fois que j'ai eu quantifié la nécessité de faire top 10 à l'Ultra Trail du Mont Blanc, non pour faire top 10 à l'Ultra Trail du Mont Blanc, mais plutôt pour mettre dans la matière cette cause noble personnelle, c'est-à-dire qu'après ce résultat, inévitablement, il y allait avoir des interviews de moi ou que ça allait se déverser dans les médias au point d'arriver aux oreilles de mes parents et de se rendre compte qu'ils ont peut-être eu tort, et ce qui était ma cause non personnelle, de me parler comme ça. Comment ne pas tomber malade en hiver? 3 hacks puissants. 1. Optimiser ta consommation de zinc avec des aliments comme les abats et les huîtres. 2. Nettoyer tous les matins ta muqueuse nasale avec un outil comme le Rhino Horn et une solution saline. 3. Te supplémenter en vitamine D et en biotique immunité d'Unae qui associe les bêta-glucanes avec un postbiotique pour stimuler ton système immunitaire. Comme toujours, tu bénéficies de 10% de réduction avec le code LIMITLESS. Alors depuis, je suis passé à d'autres causes nobles, beaucoup plus nobles et sympathiques pour moi. Mais celle-là a été le bon argumentaire pour lancer aussi cette entre guillemets cette méthodologie. Et puis ensuite, assez rapidement, je rentre dans quelque chose d'autre, c'est-à-dire que je vais lister assez rapidement nous avons un véhicule, notre corps, et ce véhicule est un pilote. C'est mes vulgarisations à moi, mais elles fonctionnent plutôt pas mal. C'est pas très écolo, mais ça fonctionne. Nous avons un véhicule, et ce véhicule, on a besoin qu'il ait certaines compétences pour être capable de faire top 10 à l'UTMB. Les compétences de ce véhicule-là, elles sont assez faciles à comprendre, avec des curseurs à mettre selon différentes capacités. Il faut les avoir à ce niveau-là. Ok. On les liste. On regarde où j'en suis, objectivement, parce qu'on se cache beaucoup la vérité quand on est sportif. Donc il fallait plus être sportif, il fallait faire du développement personnel, fallait arrêter d'être sportif. Et à partir de là, je me suis dit, bon voilà, dans telle compétence, j'en suis là, dans telle compétence, j'en suis là. Je dois arriver à là. Je suis parti d'un autre principe très simple qui n'est pas du tout vraiment quantifié dans le sport. Je suis parti du principe que le corps n'aime pas souffrir et que en réponse à des agressions, il va inévitablement mettre des choses en place pour que la fois d'après, cette sollicitation ne soit plus une agression, mais comme quelque chose qui puisse passer. Donc, vous bêchez votre jardin, vous vous arrêtez, vous recommencez, et puis la sollicitation est tellement nombreuse et récurrente qu'au bout d'un moment, comme il n'aime pas souffrir, il va fabriquer de la corne au niveau de votre main. Et exactement pareil, si on va le solliciter avec des agressions très ciblées, on va lui faire prendre la capacité de pouvoir supporter 10 000 mètres de dénivelé positif de négatif en 24 heures. On va lui faire être capable d'avoir des parois du cœur pour éjecter le sang d'une manière très régulière et plutôt puissante pour pouvoir tenir. C'est un niveau d'intensité assez conséquent pour pouvoir faire top 10 à l'UTMB, Donc je n'y allais qu'à coup d'agression-adaptation et pas du tout à coup d'entraînement. C'est pour ça que on me reprend souvent dans l'idée que de dire que l'entraînement ne fait pas progresser. Je ne pense pas que l'entraînement fasse progresser parce que sinon, on voit des gens qui font des 30-40 heures par semaine et qui ne progressent pas d'un iota parce qu'ils ne sont pas du tout dans cette attitude plutôt d'imaginer que agresser, c'est gentil, mais il faut surtout être capable de savoir où se passe exactement ce moment où ça pourrait passer à la casse, où on est dans l'agression mais qui nécessite de la mise en place d'adaptation. Donc ça veut dire s'arrêter parce que le corps estime que oui, effectivement, le niveau de sollicitation et d'intensité et d'agression est suffisant pour que je puisse m'octroyer la nécessité d'investir, entre guillemets, dans la construction d'adaptation avec un nombre d'insertions musculaires renforcées au niveau des jambes, une paroi du cœur. C'est une construction qui lui coûte et il n'en voit pas du tout l'intérêt, sauf si, à coup de ces agressions, il en voit véritablement la nécessité parce qu'il y a eu répétition, parce qu'il y a eu niveau d'intensité, etc. Et avec cette théorie d'agression-adaptation, j'en suis arrivé, au bout de 4-5 ans, d'obtenir ce véhicule nécessaire à pouvoir le faire. Alors après, c'est tout un travail aussi de pilotage, parce que c'est bien beau d'avoir une très bonne voiture, mais Sébastien Loeb, avec la plus mauvaise voiture du monde, sera des fois devant certains qui sont très mauvais pilotes, mais qui ont une excellente voiture. Donc après, c'était un travail plutôt de préparation mentale et de pilote, avec tout un travail de capacité à ce pilote à avoir du temps de présence dans le véhicule et de concentration sur ce qu'il est en train de faire, sans aucune pensée parasite. Une pensée parasite, c'est peut-être s'occuper d'autre chose que d'essayer de donner le meilleur de son véhicule qu'il a entre les mains et d'éviter toutes les sollicitations qui pourraient être, je sais pas, la radio, la fenêtre ouverte ou la personne à côté qui parle, et de ne
s'intéresser qu'à l'optimisation du véhicule qu'il a actuellement entre les mains, etc., etc. Ce qui m'a donné aussi envie, pour le coup, quand j'ai commencé à développer ces intérêts, d'aller passer un diplôme de préparation mentale chez Transfert à Paris, qui m'a vraiment aidé. C'est-à-dire que j'avais déjà tout un tas de concepts, mais ils m'ont surtout bien accompagné dans la vulgarisation et peut-être même d'aller dans des domaines que je tâtonnais, entre guillemets, en 2015, pour pouvoir aller davantage les concrétiser, les matérialiser et d'être capable de les transmettre avec des outils, entre guillemets. Et tout cet amalgame entre ces façons de penser, la méditation en mouvement inévitablement est rentrée là-dedans, ce qui permet aussi de considérablement réduire le niveau de pensée parasite, parce que, et ça c'est difficile à faire comprendre à un athlète, qu'il peut très bien avoir un athlète ou un sportif, alors je dis athlète, mais après tout, dès qu'on se met en mouvement, on devient athlète, quelque part, d'être la capacité d'avoir un véhicule, un corps capable de faire des choses parce qu'on le ressent au fond de soi, parce que des indicateurs au cours de nos sorties quotidiennes nous font dire que nous sommes capables de sauter 8 mètres dans un tas de sable, ce qu'on veut, mais inévitablement que le jour de la compétition, bizarrement, ou le jour où on devrait rendre une copie quelque part, on n'est pas à ce niveau. Et ça, c'est toujours frustrant parce qu'on se dit, je sens que je suis capable de, mais je ne suis pas capable le jour J peut-être de le faire. Et ça, c'est embêtant. Ça marche aussi bien pour un cuisinier, un musicien, ça marche pour tout le monde, ça. Et à partir de là, inévitablement, moi, je vais tout de suite me porter parce que bien souvent, on entend « Ah bah je vais m'entraîner encore plus dur, j'ai raté ma course, je ne suis pas au niveau que je pensais être et je vais m'entraîner plus dur. » Ça va rien changer du tout. Il faudrait peut-être augmenter le taux de présence du pilote dans le véhicule. Quand vous êtes en train de faire de la course à pied, parce que c'est plutôt un domaine que je connais, quand vous êtes en train de faire de la course à pied sur 80 km, tiens voilà, on a eu la Saint-Élion là il y a quelques jours en arrière, vous êtes au 40e kilomètre, mais votre pilote est déjà au ravitaillement du 70e, à savoir ce qu'il va bien pouvoir y faire, est-ce que je remets une veste, est-ce que je mangerai pas un peu de chaud, etc. C'est un pilote qui n'est pas actuellement en train de piloter son véhicule ici maintenant, c'est un pilote qui est déjà à la buvette là-bas et le véhicule est un peu livré à lui-même tout seul sur le terrain et après l'athlète est bien toujours embêté de se demander pourquoi ça n'avance pas. Bah ça n'avance pas quand on n'a pas un pilote qui est ici, maintenant, avec un long terme à 2,50 m, etc. Et que si effectivement l'événement n'a pas été écrit au préalable pour avoir de la disponibilité mentale, de laisser le pilote avec toute sa disposition mentale pour pouvoir effectuer la tâche à chaque seconde du mieux possible avec le véhicule qu'il a à disposition, et effectivement un véhicule au bout de 20 km et de 80 km, il n'est plus du tout dans les mêmes dispositions, mais c'est pas grave. Mais toujours avoir le sentiment de donner le meilleur de son véhicule, qu'on soit champion ou pas, donne une certaine fierté et donne aussi une construction à la base de se dire, bah voilà, moi je prévois tout un tas d'organisations. J'ai déjà décelé quelques pensées parasites où je vois bien que mon pilote est ailleurs et ça nous arrive tous. On part en footing, est-ce que j'ai fermé la porte de ma voiture ? Bah ça y est, le pilote n'est déjà plus là. Et de trouver des solutions pour ramener son pilote ici. C'est de la méditation en mouvement et c'est tout ce travail de longue haleine qui m'a, moi, été obligé, parce que je n'ai pas des capacités physiques extraordinaires, et il fallait bien que je trouve un moyen de me hisser parmi les meilleurs qui avaient, eux, la chance d'avoir un potentiel physique énorme, et donc je suis plutôt allé vers ce genre de domaine, effectivement. Alors j'ai été un peu long, j'en suis désolé, mais c'était une manière de balayer un peu la façon dont je me prépare. Voilà. Non, c'est absolument passionnant, on va revenir sur tout ça. Je vais commencer par la fin, cette notion de méditation en mouvement et de la façon dont tu arrives à te reconnecter à l'ici et maintenant, malgré justement cette capacité naturelle du cerveau à toujours se projeter dans l'avenir. Je te donne une petite anecdote personnelle. Là, je reviens d'un ultra trail dans le désert de 255 km en 5 étapes. Et le dernier jour, on avait 92 km à faire. J'arrive à courir les 55-60 premiers kilomètres, mais donc j'en avais déjà fait 200 les jours précédents, donc il y a la fatigue, il y a la déshydratation, etc. Donc au bout d'un moment, ma foulée devient de plus en plus rasante, avec la fatigue, etc. Et je shotte sur une pierre, je m'éclate le gros orteil, je tombe, je me fais mal aux genoux, je m'ouvre un peu les mains, il fait 55 degrés dehors, enfin voilà. Tu vois le tableau, et donc je me concentre au prochain checkpoint qui est peut-être dans 5 km, j'arrive à tenir, et puis à chaque fois quand j'arrive au checkpoint, j'essaie toujours d'arriver souriant, d'avoir l'air heureux, et donc ça me redonne de l'énergie. Belle parade. Paf, je continue jusqu'au suivant, ça va, et au final, au 80e kilomètre, c'est le dernier checkpoint. Il me reste que 12 km. Donc dis-toi, j'ai déjà fait 240 km.
Il me reste que 12 km. Ce jour-là, j'ai déjà fait 80 km. 12 km, c'est rien, tu vois, objectivement. Et pourtant, j'ai tellement mal, je souffre tellement. Je quitte le checkpoint et là, j'éclate en pleurs. Et parce que je vois mon temps au kilomètre, je suis en train de marcher, je suis à 11 minutes au kilomètre. Je me dis, à cette vitesse-là, il va me falloir 2 heures pour faire ces 12 derniers kilomètres. Chaque pas est une telle souffrance que me projeter dans ces 12 heures-là, c'est juste insurmontable. Et en plus, dans cette espèce de spirale négative, je me dis, si je marche, je vais me faire doubler. Alors j'essaie de recourir, je fais 10 mètres. Je vois bien que j'y arrive plus, tu vois. C'est juste plus possible. Et là, tu rentres dans cette spirale un peu négative. Alors bon, j'ai pas réussi à me reconnecter à l'ici et maintenant. J'ai trouvé une autre stratégie qui est d'imaginer quand j'allais rentrer, retrouver ma femme, mes filles, et de penser à la journée qu'on allait passer ensemble. Et c'est pour ça que je te dis que ça remet aussi en perspective les choses qui sont vraiment importantes pour toi, etc. C'est dans ces moments un peu où t'enlèves ce bruit que tu distingues vraiment ce qui est fondamental, quoi. Et donc ça m'a aidé. Et d'ailleurs, dans ces moments-là, de manière générale, si tu te concentres juste, tu vois, même quand tu fais le Mont Blanc ou de l'alpinisme de façon générale, tu vois le sommet, il paraît extrêmement loin. Et en réalité, si tu te concentres juste à faire le pas suivant, bah, au bout d'un moment, tu y arrives et t'es même surpris d'arriver en haut. Donc t'as juste à faire ça. Mais pour autant, c'est quand même dur de désamorcer tout ce cercle vicieux qui commence à entrer en compte. Et là, j'ai pas trop parlé de l'aspect compétitif, mais si tu rajoutes l'aspect compétitif, quand tu commences à rentrer dans cette spirale négative, qu'en plus tu te fais doubler, alors là, c'est la descente aux enfers. Alors même que, à l'inverse, quand tu te sens en forme, quand tu te sens fort et puissant, tu cours plus vite, t'es plus performant. Donc j'ai bien conscience que tes croyances, la façon dont tu vis, la perception de ton effort modifie d'une part le plaisir que tu prends, mais aussi ta capacité à performer. Mais pour autant, c'est difficile de désamorcer ces processus automatiques. C'est un travail qui n'est très très rarement fait par les athlètes ou monsieur et madame tout le monde quand ils préparent une course, le marathon de Paris en 4 heures ou j'en sais rien, n'importe quel type d'épreuve, c'est un élément qui n'est absolument pas pris en compte. Quel type d'utilisation de mon pilote parce que bien souvent on entend aussi un truc assez facile, c'est quand tout va bien, il n'y a pas de préparation mentale qui existe et que c'est quand tout va mal qu'on commence à se dire ah bah ouais tiens, c'est marrant. Pardon de vous dire que le véhicule et le pilote doivent être ensemble du début à l'arrivée et que le seul qui gère tout ça, c'est le pilote. Ce n'est pas du tout le véhicule. Le véhicule, obtenir le véhicule nécessaire à faire une tâche que l'on s'est décidé à faire selon un process que j'ai pu parler tout à l'heure. C'est pas très compliqué finalement. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué d'obtenir le véhicule nécessaire. C'est relativement mathématique. Oui, c'est relativement mathématique. On a maintenant un niveau de capacité, de connaissance de la science où avec, bien sûr, une ADN et une génétique de base, bon bah ça on peut rien y faire, mais que malgré cette génétique de base et malgré ce que l'on veut faire comme événement remarquable dans sa vie pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, on arrive toujours forcément à obtenir quelque chose capable de pouvoir le faire. Ça c'est pas très compliqué. Mais alors après, d'être capable de piloter correctement ce véhicule en étant cette capacité de sentir qu'on a donné le meilleur de ce véhicule disponible ce jour-là, c'est quand même la seule des vraies fiertés finalement. Et que ça, ce travail de quelle technique, quelle parade et surtout les courses précédentes, je dois déceler ces éléments qui me font sortir mon véhicule de ce forme de petit flot de quelques mètres, de cette bulle étanche autour de moi, de ce petit moment où je sais que j'ai une foulée adaptée parfaitement à l'environnement dans lequel je me trouve, que je suis dans une espèce de petit confort, dans une petite bulle étanche, un peu comme une bonne petite couette, où j'écoute le bruit de mes pas et j'essaye d'en faire le moins possible. Est-ce que j'ai une fluidité dans ma gestuelle? Est-ce que je sens que mes bras sont vraiment donnent un certain élan? Est-ce que j'ai une fluidité dans mes épaules? Où en sont l'ensemble de mes paramètres énergétiques? Et à force de jouer aussi avec ça au cours de séances où on donne peut-être des agressions au pilote, est-ce que tu es capable de courir avec une deuxième montre et de te rendre compte que en appuyant sur cette montre, quand tu sens réellement que tu es ici et maintenant, alors c'est un peu pompeux mais je vais pas rentrer trop dans les détails qui pourraient être trop techniques, mais et de le mettre et qu'on se rend compte que des fois on n'a que 10 minutes sur 1 heure et que c'est un entraînement, c'est une agression parce que c'est véritablement une agression quand on demande là au bout de toi il reste 12 km et que ça coûte au pilote est clairement déjà à la ligne d'arrivée, limite en train de boire un coca ou une bière et que ces 12 km on n'a juste pas du tout envie de les faire. Enfin
le corps, il crie, parce que il sait que le pilote, lui, il y est déjà, et que le corps est 10 kilomètres derrière en train de... Il crie vraiment très fort, et il n'a pas d'autre solution, il n'y a plus de pilote dans le véhicule, et c'est là où il faut ramener peut-être davantage le pilote. Alors tu as trouvé une parade qui t'a permis de, tant bien que mal, de terminer, mais un autre qui se fait doubler, quand c'est vrai, et des fois pour un athlète en compétition, et tu le dis pertinemment, moi chez certains athlètes, je leur dis c'est une faute professionnelle. Comment à un moment, ton pilote a pu aller dans le coffre ou se mettre sur le siège passager du gars qui t'a doublé, alors que vous êtes 4e et 5e de l'Ultra Trail du Mont Blanc, ça s'appelle une faute professionnelle. Quelque part, moi, je sponsorise un mec où je paye en tant que team manager ce mec qui me raconte ça. Je lui dis, mon gars, c'est une faute grave quelque part. Ça veut dire que c'est bien beau de s'être préparé à avoir un véhicule capable de pouvoir faire des performances extraordinaires, parce qu'il y a quand même très peu de personnes sur Terre qui sont capables de faire ces UTMB dans une vingtaine d'heures, c'est magnifique. Enfin, ou d'autres événements, mais préparer un pilote avec une certaine stabilité, c'est aussi une belle preuve aussi de confort, et pour tout niveau, ça apporte une telle fierté de sentir qu'on a été capable de donner le véhicule qu'on est capable d'avoir dans les mains, parce que le niveau de performance sera forcément indexé sur le taux et le pourcentage de présence du pilote dans ce véhicule-là pendant le temps de l'effort. Donc et pareil quand on plante un clou ou quand on fait n'importe quoi. Si on n'a pas la totalité de son pilote qui est dans son véhicule totalement concentré sur cette tâche, donc qui donne le meilleur des capacités, des possibilités dans les tâches qu'on est en train de réaliser, inévitablement, s'il y a un pourcentage qui est ailleurs, on voit bien que la tâche n'est pas réalisée dans sa globalité et que le niveau de fierté de soi-même n'est pas optimum, parce qu'on sait intrinsèquement et au fond de soi-même qu'on est tout à fait capable de pouvoir réaliser une tâche autre que celle-là. Alors, toi, dans ton cas, par exemple, avoir cette capacité d'être totalement revenu ici et maintenant, et toi, tu as utilisé une autre stratégie qui a plutôt fonctionné, mais je pense que tu aurais pu vivre encore un moment encore plus extraordinaire, et peut-être c'est souvent dans la fatigue, et tu le dis tout à fait correctement tout à l'heure, des fois dans la fatigue, c'est là où, si on a un enclenchement du pilote, on a une meilleure fluidité, et c'est là qu'il se passe des choses qui pourraient nous sembler extraordinaires, mais qui apportent une telle satisfaction. Je comprends pas ce qui s'est passé. J'ai repensé à un podcast que j'avais entendu de Stéphane Brognard qui parlait qu'il fallait trouver une stratégie de ramener son pilote dans son véhicule. Bon, ça me faisait rigoler quand j'ai écouté cet épisode, et que finalement, je me suis retrouvé un jour dans une situation où je me suis dit, il parlait du bruit de ses pas, et puis il parlait peut-être de sentir j'ai une foulée fluide, et que cette personne qui est dans la même situation que toi, peut-être dans quelques jours, dans une épreuve, on ne sait pas où, va se retrouver dans cette situation et va dire, à la fin, mais ça m'a paru tellement incroyable, ce petit moment, finalement, il est passé comme un éclair. J'ai peut-être passé un moment extraordinaire avec moi-même et c'était chouette. C'est ce genre de choses, et ça, c'est sûr à 100%. C'est sûr à 100% que si on arrive, et c'est pas toujours évident, après 200 km dans le désert, de ramener ce pilote dans ce véhicule, on passe forcément un moment extraordinaire. Et moi-même, j'en ai fait les frais, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que moi, mon pire souvenir de trail, c'est les 5 derniers kilomètres de l'Ultra Trail du Mont Blanc où je fais top 10 en 2014. C'est-à-dire que j'avais réussi à être totalement étanche au point d'avoir même, je n'avais pas de montre, j'avais demandé à mon assistant de ne surtout pas me dire mon niveau de classement. Je découvre, je ne sais pas que je suis dans les 10 premiers, et tout le monde sait très bien dans mon entourage que ça fait un paquet d'années que je ne vis que pour ça. Une grande partie de ma vie n'est dédiée qu'à ça. Et je leur avais dit, je ne veux pas savoir ma place, etc., etc. Et quand on passe la Floria, alors pour les gens qui connaissent pas, au-dessus de Chamonix, il y a un petit bistrot extraordinaire avec une petite terrasse accrochée dans la montagne. Et il reste à peu près 4-5 kilomètres. Et là, je suis un peu moins étanche. C'est-à-dire que toute la stratégie de toutes les parades entraînées, chaque jour, je m'entraîne à être totalement étanche, je m'entraîne à avoir ce pilote qui peut rester plus que 5 minutes dans mon véhicule, parce que moi-même qui m'entraîne, moi je me réentraîne beaucoup, mais qui ai perdu cette habitude, je vois bien qu'au bout de 10 minutes, mon pilote s'en va ailleurs, et que je peux taper dans un caillou, et que je sens que je suis plat. Je n'optimise pas cette heure de course à pied pleinement, parce qu'il y a une grande partie de mon pilote qui n'est pas là, parce que même ça va jusqu'à écouter de la musique et autres, et tout ça perturbe quelque part l'optimisation même de mon temps, parce que il n'y a qu'un taux de présence du pilote dans ce véhicule qui est moindre que si c'était à 100%. Je n'optimise pas. Et là, bizarrement, cette bulle étanche, ce moment un peu de plénitude que je vivais depuis une vingtaine d'heures explose, parce que j'arrive à entendre quelqu'un qui est à la Floria qui fait bravo Stéphane, 10e à l'UTMB, tu le mérites tellement. Ça a réussi à rentrer.
Donc ça veut dire que c'était plus étanche. Et à partir de là, patatrac. Le pilote est en instantané, en train de fêter le top 10 à l'Ultra Trail du Mont Blanc, alors que j'en rêve depuis des années parce que j'ai tout construit autour de ça. Et déjà sur la ligne d'arrivée, en train de prendre dans les bras ma famille, Ludo Collet et tout le monde. Et mon corps est là. Et là, les douleurs, la souffrance, je suis tombé 2 fois. Enfin, c'était le pire moment. Enfin, c'était une horreur, des envies de vomir. Mais je courais n'importe comment. Enfin, c'était un véhicule sans pilote à l'intérieur, en fin de course, laissé à l'abandon. Et c'est un moment qui n'était pas des plus joyeux. Bon, sauf quand même les 500 derniers mètres. Enfin, pour l'avoir vécu, c'est extraordinaire. Et tout ça pour dire que ça a vraiment une importance capitale. Et je pense que moi, je le dis avec mes mots et ma manière, mais je pense que on pense à d'autres personnes dans d'autres circonstances. Là, on a des marins actuellement en mer et qui arrivent dans les mers du Sud, très compliquées au vent des globes. Eh ben, je pense que si éventuellement, là, c'est pour d'autres raisons, c'est carrément ne pas se mettre en danger et se perdre dans des attitudes qui pourraient les faire passer par-dessus bord, qui leur pourraient les endommager parce qu'ils se retrouvent dans des situations très compliquées actuellement dans les mers du Sud. Eh ben, ils sont inévitablement obligés de travailler cette manière de faire parce que le fait d'avoir été reposé correctement ou d'avoir fait de la muscu pendant des années pour être capable de pouvoir tenir un bateau ou de pouvoir tenir avec assez peu de sommeil ne suffit pas. Ces histoires de mental, alors pareil, c'est pour ça que je veux dire que le mental fort n'existe pas, un mental organisé. Donc il faut organiser son mental pour avoir cette capacité, à un moment ou à un autre, de laisser pendant le temps d'effort toute une organisation personnelle qui a été mise en place. Ouais. C'est hyper intéressant. Tu sais, en réalité, tu me disais, oui, à ce moment-là, tu aurais pu essayer de te reconnecter, d'être ici et maintenant, penser à ta foulée, etc. La réalité, c'est que j'avais aucune envie d'être ici et maintenant parce que je souffrais tellement que je voulais surtout pas sentir les perceptions de mon corps. Mais ce que tu partages tout à l'heure par rapport à la bulle, etc., ça, je le comprends tout à fait. Et en fait, je pense que le point clé, c'est de justement pas se projeter à l'arrivée parce que c'est ça. Et c'est vachement évocateur que ce soit souvent à la fin, justement, que tu ressentes toute cette douleur. Je me souviens d'un autre ultra trail que j'ai fait comme ça par étapes en Écosse cette fois, et je m'étais fait une grosse tendinite au tendon d'Achille et donc le 3e jour je pars avec déjà cette tendinite, j'avais le tendon d'Achille qui était violet, etc. Je pars, j'ai mal, tu vois, au début. Et puis après, une fois dans la course, etc., justement, dans l'ici et maintenant, pour le coup, je commence à me sentir transcendé. Et à un moment, il y a une montée, et je double une première personne, une deuxième personne, une troisième personne, ça me donne un bloc d'énergie. Et là, je sens plus la douleur. Et je fais toute l'étape sans aucune douleur. Mais 500 mètres avant l'arrivée, ou 1 kilomètre avant l'arrivée, là, je recommence à avoir hyper mal, tout simplement parce qu'effectivement, tu vois, je me suis projeté, mon corps s'est dit, ok, il a encore ça à faire, etc. Il s'est reconnecté à toutes ses perceptions et donc, comme tu l'as dit très bien, et donc, au final, quand tu commences à ressentir tout ça, c'est déjà trop tard, en fait. T'as déjà pété la bulle, entre guillemets. Et donc, la façon dont t'entraînes la bulle, si j'ai bien compris, c'est pendant tes séances d'entraînement, t'essaies d'avoir des séances, justement, sans écouter de musique, sans écouter de podcast, en étant au fait de ce qui se passe dans ton corps, de ta foulée, de tes sensations, de tes perceptions. Et c'est comme ça que petit à petit, tu développes un esprit de pleine présence lié à la méditation, comme on peut le faire en se concentrant sur sa respiration ou même sur une tâche donnée, par exemple en étant en train de cuisiner, mais appliqué au sport. Alors c'est très très bien ce que tu dis. Et là encore, il y a presque même 2 éléments là-dedans. C'est-à-dire que oui, effectivement, le fait pendant les entraînements de trouver le moyen de travailler ça. Alors, par exemple, on peut, et c'est souvent utilisé en natation, qui pourrait rapidement faire sortir le pilote du véhicule, où on va augmenter les nombres de séries et on dit pas à quelqu'un qui veut être champion ou qui veut apprendre à nager ou qui veut réaliser des compétitions ou faire une épreuve de natation en eau libre, etc., lui dire bon écoute, nage 1000 mètres puis de temps en temps quand je siffle tire un peu plus vite, etc., et on développera quelques compétences comme on pourrait faire en course à pied. On va lui rendre la tâche avec un nombre très important, 25 mètres comme ça, 50 mètres comme ci, 100 mètres comme ça, 200 mètres comme ça, 100 mètres comme ça, parce que finalement, on sait qu'on va tenir le pilote et le véhicule au même endroit. Un tableau d'entraînement de natation, bien souvent, il y a 15, 20, 30 lignes pour faire 4000 mètres. C'est pas simplement nager 4 km, et puis de temps en temps, je sifflerai, vous allez à fond, et puis ça suffira. On sait qu'assez rapidement, là, on va perdre l'athlète, parce que c'est très compliqué d'être dans l'eau, en plus en position horizontale, avec un regard vers le fond. C'est
c'est absolument pas ludique. Donc pour garder un pilote présent dans un véhicule quand on entraîne des enfants ou quand on entraîne des adolescents en natation, il faut trouver des stratagèmes et notamment liés à un grand nombre de sollicitations d'exercices différents pour lui faire rester une certaine forme de concentration et d'ici et maintenant en permanence. Et en course à pied pareil. Assez souvent, notamment chez les athlètes que je peux accompagner, j'essaye d'augmenter des fois le nombre de tâches à l'intérieur des séances. Alors des fois j'aime bien leur lâcher les baskets, qu'ils aillent juste s'amuser comme ils ont envie, jouer avec le terrain entre guillemets, mais assez souvent je leur fais des propositions avec un grand nombre de sollicitations et de choses différentes à coller dans la séance, ce qui va les obliger ah oui alors c'est 5 minutes comme ci, 5 minutes comme ça. Enfin, le résultat n'est guère différent que si je leur avais demandé éventuellement quelque chose de plutôt un peu bateau, etc., etc. Mais par contre, ça leur a apporté l'obligation, le fait de réfléchir en permanence, de rester ici et maintenant. C'est un argumentaire qu'on peut, sans avoir un entraîneur, de se faire à soi-même. C'est-à-dire, plutôt que de dire, je vais courir 1 heure, puis j'ai décidé de faire du fartlek. Alors, de temps en temps, si je sens l'envie, je vais accélérer jusqu'à aller peut-être au sprint. Allez, je vais essayer de faire ça 3-4 fois pendant 4 minutes sur 1 heure de footing au travers d'une ville ou au travers d'un champ. Bon, voilà, puis on verra bien. Ou carrément de s'imposer, voilà, toutes les 5 minutes, je fais 10 sauts, un sprint de 15 secondes, et je reste 5 minutes au seuil, et puis je recommence ça, et puis, je sais pas. Et en permanence, on sent qu'on a une sollicitation qui va nous, tout doucement, à coup, on va se le bombarder. C'est-à-dire un peu comme un tour de manège. Je vois personne, quand il fait le grand 8, avoir son pilote qui part ailleurs. En boîte de nuit, il y a assez peu de personnes qui a le pilote qui va ailleurs. C'est-à-dire que c'est un peu bombardé de force. C'est une stratégie. Et puis après, l'idée de vouloir écouter un podcast pendant le cours, ou ça, j'ai l'impression qu'on est aussi peut-être dans quelque chose d'autre. J'aurais tendance à dire qu'on essaie de trouver une drogue de substitution pour peut-être atténuer ce moment. C'est-à-dire qu'on aimerait bien peut-être, et on l'entend parfois encore dans le sport, je laisse mon cerveau au vestiaire. Quel sportif n'a pas un jour entendu je débranche mon cerveau et je exécute cette tâche. Alors ça, c'est un côté très militaire qui monte en 14-18 au front, j'en sais rien, et on va lui proposer une drogue un peu comme ça, qui fait du bruit où on écoute une musique, on entend des athlètes. Alors ça arrive, j'écoutais il y a pas si longtemps que ça un podcast d'une athlète qui faisait de la musculation, du lever de barre, et qui disait pendant 4-5 minutes avant de monter sur ce lever de barre qui doit durer que quelques secondes, j'écoute une musique hyper violente. Il y a un côté drogue entre guillemets ou dopant naturel, d'explosivité, une espèce d'arrogance comme ça dans le corps qui lui fait faire un truc comme un shoot ou je sais pas quoi. Ça peut aussi arriver. C'est-à-dire que je cherche à occuper mon pilote pour peut-être atténuer ce que je suis en train de faire, parce que je n'ai pas à trouver la réelle importance de ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que quand on écrit un planning pour pouvoir se donner envie d'être capable de pouvoir réaliser cette tâche au mois d'août ou au mois de novembre, ce trail dans le désert, on s'y est pris quelques mois en arrière, et si on n'est pas capable d'avoir dès le départ de la séance la justification précise, on doit être capable de tout justifier ce que l'on fait, la justification précise de ce que je viens faire aujourd'hui, quel type d'agression je suis en train de faire là-dedans, et à quoi va me servir ce truc-là pour, dans quelques semaines, traverser un désert par étape de 150 km. Ça, si ça n'est pas fait, assez rapidement, on sent bien que on y va parce que on a trouvé un mot que je ne supporte pas trop, mais qui s'appelle la motivation, mais on n'a pas fait un lien très précis entre cette séance du jour, parce que, écoute, mon entraîneur, ou j'ai suivi un programme d'entraînement que l'organisation nous a proposé, ou je me suis dit par moi-même que ce serait bien de faire ça aujourd'hui, mais on ne sait pas trop pourquoi et quel sens on n'a pas, donc on va se mettre à écouter de la musique pour peut-être un peu faire passer la pilule. Ça aussi, c'est peut-être assez rapidement un travail qui en revient toujours au même, c'est-à-dire que le pilote n'est pas totalement connecté. Donc effectivement, quand on se retrouve dans ces fameux 500 derniers mètres ou ces fameux 12 km, on n'a pas les outils, parce qu'on ne s'est pas retrouvé confronté au quotidien avec cette capacité de par soi-même, sans artifice, sans musique forte dans la boîte de nuit, sans grand 8 à fond, sans une musique hyper trash qui me fait faire quelque chose, sans un élément extérieur, une drogue. Il arrive un moment, effectivement, dans les épreuves, des fois, avec un temps long, on se retrouve dans des situations très délicates où finalement on est tout nu. On n'a plus grand chose comme argumentaire que peut-être quelque chose de très simple. Le seul truc qu'on a à disposition, c'est peut-être une organisation mentale qui a déjà été mis à rude épreuve, entraînée, où on sait soi-même trouver des solutions qui puissent nous permettre de pouvoir ramener ce pilote et de nouveau repasser un moment sans avoir besoin d'artifice extérieur qui nous fait rester peut-être un peu présent
ou atténuer la difficulté. Donc ça, c'est encore des éléments. Donc si je pourrais donner un conseil entre guillemets, et il n'y a pas besoin d'être champion, c'est si vous voulez partir dans une activité physique. Alors il y a toute la démarche qu'on a parlé il y a 15-20 minutes, mais il y a surtout quel est véritablement l'intérêt de faire ça aujourd'hui et à quoi ça va servir, en quoi cette affaire aujourd'hui va... est-ce qu'il y a des agressions à l'intérieur de ça, des petites agressions, mais qui sont pas à prendre mal. Le sportif n'est pas un maso. Le sportif n'aime pas souffrir, à moins vraiment d'être très particulier. Mais enfin, qui aime souffrir? Enfin, je sais pas. Moi, j'aime pas souffrir. Je pense que toi non plus. Enfin, la souffrance n'est vraiment pas une bonne idée. C'est pas. Autant tu fais des ultra trails qui te font souffrir. Oui, je suis pas sûr que ce soit une souffrance. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que je ne pense pas aimer souffrir. Et comme je n'aime pas souffrir, mais je vais accepter volontiers ces moments d'agression de quelques minutes. Je sais pas, tiens, parlons d'athlétisme. Le corps de séance, c'est 20 minutes sur une piste d'athlétisme où il faut faire 10 fois 400 mètres en temps de temps. C'est pas rigolo, hein, c'est pas, mais on sait que cette agression momentanée de 20 minutes sera facilement bien prise parce que on sait qu'elle va nous apporter quelque chose en réaction à cette agression. Le corps qui n'aime pas souffrir va inévitablement mettre quelque chose en place dans le corps. Il va augmenter la capacité ventriculaire, il va augmenter la capacité des tissus de prendre et de d'éjecter le CO, enfin, etc., etc. Il va mettre en place pour que ce soit plus une souffrance plus tard et ce qui va nous donner des capacités capables de pouvoir réaliser cet événement dans quelques mois qui est ce fameux marathon de Paris au mois d'avril. Alors, ce que je veux dire par là, que cette personne, si elle a pris cette démarche-là, va inévitablement ne pas du tout avoir nécessité et besoin d'aller y mettre des écouteurs avec un podcast, même s'il y a des très bons podcasts, hein, c'est pas ça le problème. Mais effectivement, organisez-vous un moment de podcast dans votre journée et plutôt que d'aller courir 2 heures à discuter avec quelqu'un, on va faire du blabla run qu'on dit des fois à la ville, où on va, tiens, je vais en profiter pour écouter le podcast pendant 1h30. N'allez courir que 3/4 d'heure totalement présent, et le reste du temps, vous allez passer 3/4 d'heure avec le copain ou la copine au bistrot. J'ai presque l'impression que ce sera beaucoup plus efficace cette heure et demie là que d'avoir passé 1h30, de faire un peu de blabla et machin. Vous n'avez pas rendu service à votre corps, ça a pas servi à grand chose, ça a gesticulé, ça a remué le corps. Pas de problème, mais est-ce que ça a eu une véritable efficacité, un moment un peu seul, voire même par contre, et ça je le teste depuis peu et je l'utilise de plus en plus, je prends carrément un casque de chantier moi. Je teste ça pour voir si ça peut avoir un impact chez les athlètes. Pour faire des choses simples, je prends ces casques anti-bruit, par exemple, et je cours avec ça. Et je me rends compte que on a tous eu des fois des boules caisses, on a l'impression que on s'entend mâcher, on s'entend respirer, et on est véritablement encore plus dans son intérieur. Et là, j'aurais tendance à dire que on se coupe même peut-être du monde extérieur. Alors, c'est peut-être pas une très bonne idée quand on court en forêt, parce qu'autant s'ouvrir, mais finalement, on le fait assez quand on est en randonnée ou quand on contemple la nature en utilisant tous les éléments qui sont autour de nous. Là, c'est pas l'objectif. Nous avons décidé d'aller faire une séance qui aura pour but de nous apporter quelque chose, de nous construire quelque chose qui, pour plus tard, nous permettra de pouvoir réaliser quelque chose et qui met dans la matière, etc., tout ce qu'on a pu raconter. Ça n'empêche que de temps en temps, il me semble très important d'aller faire des activités physiques qui sont absolument pas dans le but de vouloir avoir une rentabilité, un rendement, une nécessité, un sens à tout prix, etc. Et qui s'appelle, effectivement, c'est un argumentaire, plutôt que d'aller au bistrot, on se dit, tiens, on va aller se faire un petit footing, c'est un moment peut-être de s'extraire de son quotidien pendant une demi-heure, 3/4 d'heure à la pause de midi, et puis on arrivera bien à manger sans tupperware, c'est un aimant, mais il faut pas y compter ça comme quelque chose qui va nous apporter quelque chose pour préparer ce fameux marathon de Paris. C'est ça que je veux dire, c'est qu'arrive un moment, être capable de donner un vrai sens à ce que l'on est en train de faire, ce sera 100 fois plus efficace que de dire je suis allé courir, ça me servira à quelque chose. C'est pas le courir qui va servir à quelque chose, c'est l'intellectualisation de ce que l'on est en train de faire, le sens qu'on est capable de lui donner et d'y avoir pensé avant, qui va vous apporter aussi une certaine légèreté et puis une envie de le faire, une facilité. Parce que quand on voit le sens que ça a, ça paraît tout à fait facile, cette fameuse séance qui, si on s'arrête à ça sans explication de à quoi elle peut nous servir,
devient véritablement un martyr, quoi. C'est une horreur, quoi. En fait, tout dépend de l'intention, de la finalité. Et Oui. donc, si l'intention, la finalité, c'est d'avoir une séance qui est productive parce que c'est une séance clé dans l'atteinte d'un objectif, il faut que ce soit une pratique délibérée. D'ailleurs, on le voit en course à pied, mais dans n'importe quel autre sport, notamment des sports plus techniques, je sais pas, l'haltérophilie ou ce genre de choses, si tu veux développer ces gestes qui sont extrêmement techniques et trouver les bons patterns, etc., si t'es pas pleinement présent et conscient dans ce que t'es en train de faire, il y a aucune chance. Et donc, je vois des pratiquants parfois de muscu qui à la salle écoutent des podcasts ou ce genre de choses. Tu peux pas être à ce que tu fais et avoir un mouvement de qualité qui va avoir un impact positif sur ton corps en faisant ça. D'un autre côté, comme tu l'as dit et quand même précisé, sous-entendu en tout cas, tu peux aussi juste avoir envie d'aller courir pour le plaisir. La finalité, c'est pas de préparer ton truc, c'est juste que t'aimes bien courir et t'es content d'écouter un podcast. Tu vois, moi écouter un podcast dans mon canapé, très peu pour moi. Écouter un podcast en marchant, why not? Mais peut-être que, tu vois, j'ai eu une journée, etc. Le fait de courir, ça me permet aussi de sécréter des endorphines, d'être en mouvement, etc. Et donc, cette heure de podcast, plutôt que de la faire dans mon canapé, je préfère la faire en courant, tu vois. Mais dans ce cas-là, effectivement, et d'ailleurs, je le vois bien, tu vois, sur mes séances clés, donc notamment mes séances qui sont plus structurées avec de l'intensité, etc. ou mes séances type sortie longue ou trail, j'écoute jamais de musique ou j'écoute jamais de podcast. Les séances intenses, parce que de toute façon, c'est pas possible. Si tu veux vraiment être efficace, tu peux pas être diverti et écouter en même temps autre chose. Donc là, c'est pas possible. Et quand je suis en mode trail, je suis tellement content d'être avec moi-même dans la nature et tout. C'est ce que je vais rechercher. Tu vois, tu parlais, t'as démarré par ça et j'ai trouvé ça intéressant. Dans les contextes sociaux, t'es toujours un petit peu en train de jouer le caméléon. Après, plus tu te connais, plus tu te permets d'être toi-même. Donc voilà. Mais se connaître, ça nécessite justement ces temps seuls. Et pour moi, ces sorties de trail, on a tendance à sacraliser la performance en elle-même, la compétition, le truc, voilà. Mais en réalité, ce qui est aussi porteur de sens, c'est tous les mois d'entraînement qu'il y a eu avant, parce que c'est tout ce chemin en fait qui t'a construit en tant qu'homme, qui t'a construit physiquement, mais aussi intellectuellement. Et moi, justement, tous ces moments où je m'évade en montagne, seul, etc., c'est comme je te parlais tout à l'heure de mes marches créatives, c'est de l'introspection, c'est du développement personnel, c'est de meilleures idées pour ma boîte, c'est une vision plus claire de ma vie, c'est un amour renouvelé pour ce que j'aime, etc. Et puis parfois, c'est juste rien, c'est juste cette symbiose avec la nature, cette reconnexion à ma nature profonde, justement, parce que je parle de symbiose avec la nature environnementale, mais il y a aussi ma nature interne, et me reconnecter à celle-là de façon égoïste et narcissique, comme tu le dis, mais en réalité, pour aimer les autres, pour être bien avec les autres, il faut d'abord être bien avec soi-même, et pour être bien avec soi-même, il faut passer du temps avec soi-même, parce que si tu passes pas de temps avec toi, tu te connais pas. Donc ouais, je trouve ça vachement intéressant. Et pour autant, tu parlais de ces nageurs ça peut être boring de nager, tu vois, et surtout, tu vois, je me dis peut-être un jour je ferai la traversée de la Manche parce que j'aime bien les défis un peu cons. Clairement, passer autant de temps la tête dans l'eau à nager, ça doit être difficile. Toi, t'as pas fait la traversée de la Manche, mais t'as traversé l'Atlantique à la rame. C'est marrant parce que pendant un temps, quand j'étais plus jeune, j'ai fait de la voile et je rêvais de traverser l'Atlantique en solitaire. Je voulais faire la Mini 650 et puis bon, comme j'étais entrepreneur en parallèle, j'ai pas trouvé le temps nécessaire. Je dis ça et en réalité c'est une question de priorité. J'avais d'autres priorités, je préfère le dire comme ça. Et tu vois, je fantasmais beaucoup sur cette idée de me retrouver seul au milieu de l'océan. En fait, j'ai l'impression que ce qui relie tous mes défis, c'est cette notion de solitude. J'ai besoin de ces moments seul et seul dans la nature, confronté aux éléments et dans sa nature pure, tu vois, dans sa nature un peu brutale. Brutale pas dans le sens où elle fait mal, mais brutale dans le sens où elle est brute. Et donc voilà, donc il y a ce côté fantasme, mais ce côté fantasme dans mes rêves, il dure quelques minutes. Toi, t'as passé des jours à ramer, seul au milieu de l'océan. Le paysage, t'as le lever de soleil, le coucher de soleil, de temps en temps t'as des tempêtes, ça doit être excitant, mais il y a quand même toute une partie du temps où c'est juste hyper monotone. Comment est-ce que tu fais pour avancer sans que le pilote s'échappe dans ce contexte? Alors là, il s'échappe. Non, et j'espère. Alors oui, il s'est échappé et on a tout fait pour le ramener, mais ça c'est un autre contexte. Le lever de soleil et le coucher de soleil, non, je suis désolé. Alors je peux le dire, j'ai pensé exactement comme toi. Évidemment, on pense tous pareil. Avant de traverser l'Atlantique, je fais oulala. Alors la démarche a été exactement celle que j'explique depuis le début. Et d'ailleurs, c'était quoi ta cause noble pour voilà, bien. Alors on peut en parler. Comment on en arrive à vouloir à traverser un océan, hein. Au départ, c'était pas l'Atlantique, c'était le Pacifique, mais il y a eu des circonstances qui ont fait que ça a été l'Atlantique. Comment on en arrive? Je commence à donner des conférences en 2014 parce que je fais top 10 à l'UTMB dans le Valais suisse. Le rassemblement, c'est des petits cantons où ils ont des petites assemblées nationales par canton. Ils sont francophones. Ils
contacte les 4 personnes qui avaient fait top 10 cette année-là, et je suis le seul à répondre et à dire ouais, je veux bien dire un petit mot devant votre assemblée, parce que une des personnes à l'intérieur de cette assemblée trouvait sympa de faire venir un personnage qui n'a rien à voir avec une assemblée, mais c'était un clin d'œil parce que ça passait pas très loin de l'UTMB. Je donne une conférence, mais j'en suis plutôt à expliquer ce que c'est qu'un sportif de haut niveau et surtout un sportif qui fait du sport codifié. Le sport codifié, c'est minimiser considérablement quasiment la totalité des incertitudes pour ne mettre l'accent que sur un seul et unique chose. Et là, en l'occurrence, dans ce sport-là, c'est la vitesse d'exécution d'un parcours. Et d'ailleurs, on ne juge que sur la vitesse d'exécution d'un parcours, les qualités de cette personne. On n'a pas d'autres argumentaires à pouvoir mettre en lumière que la rapidité d'exécution de cette tâche est un seul critère. Le sport codifié ne met qu'un seul et unique critère en avant. La longueur dans laquelle vous avez sauté dans le sable, le nombre de buts que vous avez marqués, le temps que vous avez mis à faire cette épreuve, etc., etc. Un seul et unique critère, et que le principal sujet, c'est aussi comment minimiser considérablement tous les autres paramètres. Donc on va vous baliser le terrain, on trouve les moyens de vous mettre des ravitaux, on trouve des solutions alimentaires pour ne plus avoir de problèmes digestifs, des solutions pour plus avoir de problèmes avec vos pieds. Enfin, on minimise tout, et il n'y a qu'un seul et unique argumentaire. Moi, j'étais dans cette phase de ma vie, donc je n'étais pas capable de pouvoir leur proposer, malgré tout ce qu'on a pu dire, avec des théories de méditation mouvement, etc., etc. Bon, bref, c'était extraordinaire, mais je n'avais pas d'autres argumentaires à leur proposer. Et puis, à la fin de cette séance, quelqu'un me dit, oh là là, on n'a jamais, c'est vrai que ça sort du commun, quelqu'un qui nous explique que l'entraînement fait pas progresser, mais qu'il trouve des moments, c'est surtout les mises en place d'adaptation où il fait rien suite à des agressions et tout ça, enfin, la méditation en mouvement, ces histoires de cause, toute votre méthode, c'est super. Et un gars vient me voir, il me dit, voilà, moi, je suis chef d'entreprise de 800 employés, mais il dit votre truc c'est bien, mais si vous voulez continuer à parler des chefs d'entreprise ou à parler en conférence, dites-vous bien que ça va pas aller loin, parce que c'est pas du tout ça comme ça que ça se passe dans une entreprise. Dans une entreprise, c'est de l'aventure qu'on fait. Et l'aventure, c'est pas du tout ce que vous faites. L'aventure, on ne va pas juger les critères, il n'y a pas qu'un seul critère qui va être jugé, la vitesse d'exécution, la longueur que vous avez sauté dans le tas de sable. C'est pas ça. Et qu'on minimise tout le reste. Nous, on va nous juger sur un seul et unique truc. On décide, après tout un argumentaire que vous avez bien expliqué, pourquoi cette entreprise veut réaliser cette tâche. Voilà, dans 3 ans, 4 ans, comme tous les entrepreneurs. Et par contre, nous, notre vie, elle est semée d'embûches. Elle est semée de choses, et on va juger la qualité du chef d'entreprise à comment il a surmonté les embûches, les problèmes, pour quand même arriver jusque là-bas. Alors, le temps n'est pas toujours l'argumentaire, où il n'y a pas qu'un critère, mais il y en a des multitudes de critères, et il faut être capable de pouvoir faire face à tout ce qui va vous arriver pour quand même parvenir au bout. Et d'ailleurs, une aventure, parce que ça c'est de l'aventure, ce n'est pas du sport codifié, et l'aventure d'ailleurs, elle est bien, où elle prend un caractère extraordinaire, que si vous avez eu un grand nombre d'embûches et de niveaux très importants et que vous avez réussi à la surmonter, et là d'un seul coup vous devenez vraiment quelqu'un, et presque le fait que vous soyez arrivé à l'objectif passe juste pour une cerise sur le gâteau. Et il me dit, le jour où vous serez capable de ça, monsieur, c'est-à-dire être capable de prendre un virage à 90 degrés par rapport à ce que vous êtes capable de faire, un chef d'entreprise doit prendre des virages à 90 degrés, un chef d'entreprise doit être capable de travailler en équipe, et d'inventer un propre système, propre à son entreprise, et pas celle qui sortirait juste d'une école de commerce. Un chef d'entreprise doit être capable de pouvoir parler à ses employés, d'endosser l'enjeu, et de faire jouer ses employés. Pas l'inverse. Un chef d'entreprise. Et il me sort comme ça toute une définition de ce que c'est qu'une aventure, quoi. Je dis ok, très bien, mais bon, j'ai peut-être à cette époque encore une forme d'ego un peu surdimensionnée. Le mec vient de faire top 10 à l'UTMB, et bon, tu vois, il se la pète un peu. Et puis je dis bah ok, merci monsieur, tout en restant très poli. Et je continue ma vie, je continue à faire. J'ai d'autres causes nobles qui sont celles d'affirmer une méthodologie qui peut peut-être me permettre d'accompagner des personnes, etc., etc. Et puis en 2017, je viens de terminer la Diagonale des Fous, parmi les mecs de devant, en 26h30, je termine. Et là, je sens que je ne suis plus du tout dans la recherche-développement et que j'ai assouvi ma cause noble personnelle, c'est-à-dire je n'ai plus besoin, j'ai trouvé le moyen de travailler maintenant en accompagnant des personnes, je commence à donner des conférences, je fais de la préparation mentale, des fois avec des sportifs qui font les Jeux Olympiques, etc., etc. Et je peaufine de plus en plus la méthodologie que j'ai inventée en 2009, ma propre méthode, etc., etc. Et je sens bien que le trail n'est plus le bon outil, entre guillemets, pour continuer à mettre dans la matière mes causes nobles. Et je suis à l'aéroport à Paris, une valise qui arrive que dans l'avion d'après, hein, on arrive depuis l'île de la Réunion, hein, des fois il y a des désagréments, et puis
puis je cherche. Et là, d'un seul coup, cette phrase de ce gars me revient. Non mais écoute Stéphane, je pense que tu commenceras, je veux donner un élan à ma vie professionnelle. Stéphane, je pense que tu auras du crédit le jour où tu seras capable de... et je me rappelle de tout ce qu'il m'a dit, sa définition de l'aventure, qui n'était plus du tout la définition de ce qui est un sport codifié, peu importe le niveau. Et je prends ces ingrédients et je me dis, alors qu'est-ce qui pourrait mettre tous ces ingrédients dans une épreuve ? Le travail en équipe, prendre un virage à 90 degrés, que ce soit toujours dans mon domaine de compétences, etc., etc. Je liste tout ça, j'ai toujours la feuille. Et puis je me dis qu'est-ce qui pourrait être ? Et j'avais pensé, je cherche et je me suis dit réaliser l'une des plus grandes voies d'escalade en Amérique du Sud, l'une des plus grandes voies d'escalade au monde. Mais finalement, tu faisais déjà d'escalade ? Assez peu. J'étais en classe montagne au lycée, mais je faisais assez peu l'escalade. Donc, il y avait encore cette idée de rendre possible un impossible. Ça, pour un chef d'entreprise, il dit ça, c'est important. C'était un des arguments, un des ingrédients. Et donc, j'avais pensé à réaliser. Sauf que l'entièreté des ingrédients que j'avais listés ne rentraient pas dans cette épreuve-là. Notamment, le travail en équipe n'était pas dans la préparation, etc. Les domaines financiers. Enfin, il y avait tout un tas d'ingrédients qui ne rentraient pas. Il manquait des ingrédients dans cette épreuve. Donc, je dis, non, ça collera pas. Même si ça m'aurait vraiment plu de le faire. Mais ça rentrait pas. Ça n'aurait pas assouvi ma cause noble si je le faisais. Et je cherche. Et à force de chercher, je tombe sur traverser effectivement un océan à la rame. Là, par contre, j'avais pas trop envie de le faire, quoi. Parce que pour un Vosgien, traverser un océan à la rame, j'avais absolument pas envie de faire. Sauf que, il fallait quand même bien que je me rende à l'évidence que cette épreuve de traverser un océan à la rame comportait l'entièreté de tous les ingrédients que j'avais écrits sur ma feuille. Et il n'y avait pas d'autres épreuves capables. Donc, en instantané, j'ai retourné le problème dans tous les sens. J'ai dit oui, effectivement, ça sert à rien que je me voile la face. La liste de mes ingrédients, cette épreuve, tout correspond. J'ai pas le choix, faut que je fasse ça. Donc, j'ai quitté cet aéroport et j'ai balancé sur mes réseaux sociaux. J'arrête le trail et je vais traverser un océan à la rame. Et tout le monde me dit, mais ça va pas, t'habites Gérardmer, t'es dans les Vosges, t'as aucune compétence, c'est complètement fada. Je dis, ok, peut-être. N'empêche que ça comporte l'entièreté des ingrédients qui va mettre cette cause noble dans la matière, d'avoir du crédit, d'aller parler en conférence pour pouvoir donner des conférences et d'avoir du crédit si je suis capable de réaliser ce truc-là, parce que ça veut dire que j'aurais mis dans la matière et j'aurais concrétisé tous ces ingrédients-là en construisant ce projet-là. Et on y est allé et on a construit ce projet-là. Voilà comment j'en suis arrivé à traverser l'Atlantique à la rame, uniquement avec cet argumentaire qui s'est passé pendant 2-3 heures de ma vie dans un aéroport. Et toutes les épreuves que j'ai pu faire ne sont nées que comme ça. Une cause noble, une liste d'ingrédients et chercher quelque chose qui prendrait l'entièreté de ces ingrédients. Voilà comment j'en suis arrivé. J'avais pas du tout envie de faire ça, mais c'est comme ça, le job. Et il fallait le faire, quoi. Donc, dans le jargon, on dit ta gueule et rame, quoi. Enfin, voilà. Et j'y suis allé. Et, on a tout construit de A à Z. Donc, il a fallu inventer un système. Je n'ai pas voulu me mettre au centre j'ai construit une roue de vélo. J'ai pris une roue de vélo. Hein. J'ai un argumentaire de sportif. Donc, j'ai utilisé les outils que j'avais sous la main. Au centre, dans le moyeu de ces trous-là, j'ai mis un être humain à bord d'un bateau doit traverser un océan. J'ai pas dit Stéphane Brognard parce que j'ai tiré des rayons, tous de la même taille, et au sommet de chaque rayon, j'ai mis une compétence. Moi, j'étais manutentionnaire à bord de ce bateau, celui qui avait mis l'étincelle et le représentant, celui qui allait parler du projet. Il y en a un autre qui devait s'occuper des responsabilités financières, un autre c'était un intendant, un autre c'était ci, un autre c'était ça. Voilà. Et ils devaient tous avoir le même niveau d'importance. Et ils agissaient tous sur le moyeu pour que ces trous, elles tournent. J'avais tout schématisé, une espèce d'imaginaire comme ça. Et puis j'y suis allé. Donc j'ai cherché des personnes qui n'étaient pas forcément des gens qui s'entendaient vraiment avec moi, mais qui ne seraient capables de développer qu'une seule et unique idée. Là où ils étaient très bons. C'est-à-dire que moi, j'avais l'impression qu'autour de ce projet-là, il n'y avait que des gens bons. Parce qu'ils n'exprimaient que là où ils étaient bons. Leur zone de génie. Ouais, parce qu'il était hors de question, comme à l'école, de mettre l'accent là où on n'est pas bon. Moi, j'ai passé ma vie à la scolarité, on n'arrêtait pas de me dire où j'étais pas bon. J'avais envie de leur dire, écoute, c'est bon, grand, je sais que je suis pas bon, je le vois comme toi. T'es pas forcément obligé de le brailler devant toute la classe, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, là où je suis très bon, ça paraît très normal. Non, c'est pas normal, c'est cool, il faudrait peut-être m'aider. Alors, quand je parlais comme ça à l'école, je voyais bien que ça posait un certain problème au système éducatif qui avait été mis dans la tête de ce professeur, mais bon, peu importe. Donc, je voulais surtout pas. Et auquel cas, des fois, pendant l'aventure, il y a des domaines de compétences chez certaines personnes qui devaient aller au-delà et qui n'étaient pas forcément leur fort. On a trouvé quelqu'un d'autre ou autre parce que c'était hors de question de voir quelqu'un en difficulté. Et puis déjà, moi, ça me met pas forcément très à l'aise. D'ailleurs, j'aime pas trop voir les gens en difficulté. Quelqu'un, plutôt que de passer beaucoup de temps, vaut mieux qu'on fasse autrement, mais c'est pas très agréable entre guillemets. Donc voilà comment on a construit tout ce projet, au point d'en arriver effectivement un jour de me retrouver à El Hierro.
une île la plus à l'ouest des îles Canaries. Après tout un tas de pérégrinations, hein, c'est 2 ans de montage très particuliers. Alors vous pourrez lire quand les pages du livre sortiront dans quelques mois, qui racontent aussi cette méthodologie et aussi cette traversée de l'Atlantique, parmi d'autres. Donc je suis à Liéro, un 14 février 2020, avec un bateau prêt à partir, avec 2 personnes, notamment Jean-Pierre Abold, qui était là pour m'accompagner sur place, mais aussi qui m'a aidé en tant que routeur, c'est-à-dire que même dans l'Atlantique, même à la rame, on a un routeur, et là en l'occurrence j'en avais 2. Et puis les conditions se réunissent, ça fait 5 jours qu'on est là, on a rempli de vivres, en plus de 70 packs de 5000 calories par jour, qui sont un peu répartis dans tout le bateau, sous forme de filet, un pack par jour que l'on sort. On répète grossièrement, on essaye de s'imaginer des scénarios, mais moi j'ai aucun scénario possible. La première fois que je mets vraiment les pieds en mer, à part avoir été faire quelques tours vraiment par tempête en Bretagne pour voir un peu comment mon corps réagissait, j'ai pas le mal de mer. Bon, à part vivre ça, on peut pas se rendre compte de grand chose d'autre. Et il est 17h quand un voilier quitte le port avec une corde, et symboliquement donc celui qui est au bateau coupe la corde, on ramène cette corde là dans le bateau. Et là, on est à 1 mille du large, et c'est parti, nous voilà partis dans le courant. Et qu'est-ce qui va s'y passer 2 heures après, il fait nuit, et dès le lendemain matin, je pars pour 4 jours de tempête, où je ne vais pas du tout dans la direction où je vais. Ma seule consigne, c'était, écoute Stéphane, tu vas peut-être pas mettre un seul coup de rame pendant 4 jours, parce que c'était pas du tout prévu. Et il s'avère que là, tu as un événement qui est pas du tout prévu. Tu es propulsé vers le Cap-Vert. Le seul truc que je te dis, c'est que tu balastres ton bateau. C'est-à-dire, moi, j'ai pas de quille. Donc, j'avais au milieu de mon bateau, ce qui était un peu à l'air libre pour pouvoir ramer. Hein, j'étais dehors. On mettait 300 litres d'eau pour asseoir un peu plus le bateau. Et il me dit, tu te mets face aux vagues. Et effectivement, une vague de 10 mètres en mer, c'est pas bien grave si elles sont espacées, les sommets de 100 mètres ou de 200 mètres, finalement. C'est adouci. Quand elles commencent à être approchées de 20 mètres, ça commence à être un peu plus compliqué. Et à descendre vraiment fort de chaque côté. Et là, donc, à partir de là, ouais, effectivement, je vis un très sale moment. Donc là, effectivement, c'est ici et maintenant, mais on n'a pas le choix. C'est pas qu'on n'a pas le choix, c'est qu'il y a même plus de peur. C'est-à-dire que avoir peur, j'ai découvert que c'était presque encore un luxe. Quand on a encore la capacité d'avoir peur, il y a encore de la marge. Il y a le cran au-dessus, ou celui on sent qu'on est dans une ultra-vigilance, où on sent qu'on peut y passer à chaque instant. Donc c'est même plus de la peur ou de la terreur, il faut avoir en instantané, on sent qu'on a le millième de seconde d'une capacité de réagir, de bien se bloquer pour si le bateau se retourne, de faire attention qu'on soit pas à 90 degrés par rapport à la vague, parce que là, inévitablement, on va se retrouver dans une situation de machine à laver et ça terminera forcément mal. Donc on est là en permanence à être vraiment face à la vague. C'est 4 jours à serrer les fesses, hein, si je dois dire, mais c'est vraiment un moment... Alors là, plus que hors du temps, plus rien. Ouais, voilà, on attend à chaque instant qu'il se passe quelque chose de grave, mais on n'a pas le temps d'y penser. Donc ça veut dire qu'on est toujours dans la demi-seconde d'avance. Et c'est ça aussi. Alors là, ce moment d'ultra-vigilance post-épreuve, c'est un moment extraordinaire que je vais pas vivre 50 fois dans ma vie, mais je pense que certains alpinistes ont peut-être dû le vivre, certains marins doivent le vivre, d'autres personnes, je pense que des gens dans les mines, des fois, qui ont dû vivre des moments un peu de Et après, on se retrouve dans une situation plus calme, et moi, ça a été très calme d'ailleurs, enfin, plutôt calme, il y a eu d'autres épisodes, mais voilà, ou des grains, ou des moments où forte mer, mais rien à voir avec ce que j'ai vécu. Et ben, bizarrement, j'ai vécu 72 mers, hormis les 4 jours. Les 4 premiers jours, on les enlève. J'ai vécu 70 jours totalement différents. Mais totalement différents. C'est-à-dire que d'être 24 heures sur 24 en mer, eh ben non, je dois dire que par rapport au fait que tous les jours, je vais courir quasiment aux mêmes endroits autour de chez moi, ça pourrait sensiblement être toujours pareil, même s'il y a toujours des petites différences, hein, de lumière, de ci. Là, j'ai eu 72 mers totalement différentes. Totalement rien à voir. Au contraire, c'était même assez incroyable d'imaginer toute cette diversité d'une surface qui pourrait sembler totalement un peu inerte, mais les types de vagues, les couleurs, les ambiances, les ressentis, les odeurs, les températures en fond. Et de toute façon, on ne s'accroche qu'à ça et on est beaucoup plus attentif à ça. Vous ne voyez plus chez vous. Quand vous rentrez chez vous, tu rentres chez toi, je rentre chez moi, on ne le voit plus. Vous rentrez pour la première fois dans un gîte pour y passer un week-end, vous regardez chaque détail, vous êtes émerveillé, c'est un moment. Et si vous changez tous les jours de gîte, vous êtes tous les jours là et vous faites attention à tout. Si vous êtes toujours au même endroit, bon. Et là, le fait d'être dans un environnement avec aussi peu de choses et qui changeait quand même, j'étais attentif aux moindres choses au point d'avoir toujours l'impression de changer de gîte tous les jours. J'ai effectué 80 km et non, pas du tout. Et le ici et maintenant a été en grande partie respecté sans le vouloir, parce qu'en mer, inévitablement, on est tellement sollicité de par ce mouvement permanent.
on n'a qu'un petit îlot de survie, donc on y tient un peu comme à la prunelle de ses yeux, à y faire attention en permanence, le moindre bruit, on fait attention à tout. On n'a pas envie de perdre ce petit truc parce que il y a pas de confort, il y a pas de, et puis il faut faire très attention, sinon on a juste 4 km de flotte en dessous de soi, 2500 km de chaque côté, et donc il y a une ultra vigilance, une ultra présence. On peut pas s'ennuyer, il y a tellement à faire à bord, même à la rame. Alors oui, il y a ces 10-12 heures de rame par jour, mais il y a surtout tous ces moments où on fait attention à tout en permanence. Et parfois, parce que je suis équipé à l'intérieur de ce bateau d'un Iridium Go, une live box pour gens qui sont au milieu de la mer, et avec des satellites qui passent au-dessus de moi, qui me donnent la possibilité d'envoyer des messages. Alors des messages avec des SMS à l'ancienne. Pour faire un K, faut faire 3 fois le 4. Enfin, bref, j'envoie quelques messages et surtout je reçois des messages du routeur. Stéphane, tu as une mer qui a changé. Mets-toi plutôt au cap. Parce que en mer, ça se trouve, on va dans cette direction et puis finalement on arrive dans celle-là parce que voilà, il y a la dérive entre. Alors on va pas rentrer dans les détails, mais il y a un courant, il y a une houle, il y a du vent et tout ça fait aller un bateau si on ne donne pas un coup de rame. Mais alors si on donne une rame parce qu'on veut quand même aller, il faut régler un peu son bateau. Bref. Et de temps en temps, je peux m'autoriser à appeler à terre. J'ai des créneaux horaires qui sont plus faciles. Moi, c'était plutôt fin d'après-midi. Enfin, ça se décalait parce que j'ai fait 5 fuseaux horaires. Mais par contre, là, en instantané, il y a quand même un sacré confort. C'est-à-dire que quand vous avez un de vos potes qui habite Gérardmer, qui vous appelle ou que vous l'appelez, vous avez assez rapidement votre pilote qui se retrouve dans son canapé, comme on peut être là, par exemple, assez sympathiquement, en train de se parler. Alors Stéphane, comment ça a été ta journée? Bon, ça y est, maintenant t'es sorti de la tempête. Ah oui, le routeur nous a dit que t'allais avoir un meilleur vent, un meilleur courant, ça va être cool pour toi. Mais là, je suis en discussion avec lui dans son canapé. Et au moment où je raccroche, en instantané, le pilote qui était là-bas à Gérardmer, en train de discuter, fait tchou et revient en instantané se positionner dans le bateau. Et là, il revient à la réalité. Et cette souffrance... Le contraste. Ouais, le contraste énorme. Donc, assez rapidement, on a aussi coupé ça. On en a fait de moins en moins. On est plutôt resté à base de messages, qui étaient peut-être un poil moins délocalisant pour le pilote. Et ce que je veux dire par là, c'est que où autant le pilote aurait pu partir, autant non il restait et que je voulais surtout pas qu'il reste. Je suis parti avec toute une liste de podcasts parce qu'assez rapidement je n'ai plus de connexion internet au bout d'une journée ou deux. Et donc j'étais parti avec tous des podcasts d'économie. Parce que c'est un domaine que je connais absolument pas. J'ai dit là, au moins, ça va me divertir. Beaucoup de podcasts de France Culture, de choses, même de podcasts de gens, tout ce que tu fais comme travail, mais dans le domaine de l'économie, pourquoi pas, ou de l'entrepreneuriat, j'y tiens. Et assez rapidement, pareil. En fait, je me suis rendu compte que je n'étais plus vraiment là et que du coup, quand ce podcast s'arrêtait, j'étais presque envie d'y retourner, mais ça devenait compliqué. Ça devenait très, très compliqué. Donc, j'ai coupé ça. Je me dis, mais non, tu as décidé, pour tout un tas de raisons, de te retrouver dans cette situation. Tu n'as pas le choix que si tu veux passer un sale moment, c'est d'utiliser ce genre de stratagème par moment, d'écouter un podcast, d'appeler un copain, non. Accepte tout de A à Z. Il y aura moins de douleur parce que sinon c'est pique comme ça quelque part. C'était tellement souffrance que hors de question. Donc, j'ai coupé ça assez rapidement. Par contre, je tenais un journal de bord. Et ce journal de bord, et j'envoyais un petit message tous les soirs. Et là, à terre, ils essayaient de retranscrire tout ça, parce que c'était en plein confinement. 3 semaines après mon départ, vous êtes tous confinés. T'étais confiné aussi, du coup? J'étais confiné, mais merci pour la solidarité. C'était très sympa de votre part, les gars. Et puis, par contre, j'ai créé un personnage assez rapidement qui s'appelle Jean-Paul. Et ce Jean-Paul était celui qui était capable peut-être d'écrire dans les textes que moi j'aurais pas été capable de faire quand j'étais comme ça recroquevillé dans le fond de mon bateau, parce qu'il y a des moments qui sont compliqués où on n'est pas bien. Et Jean-Paul avait la force d'écrire, lui. Donc ça veut dire que c'est Jean-Paul. Écoutez les gars, ce soir c'est moi Jean-Paul. Jean-Paul était un espèce de mini drone qui se promenait un peu dans le bateau et qui avait la capacité de pouvoir parler, de pouvoir voir ce qui se passait, de pouvoir parler à ma place. C'était une forme ouais, c'était mon Wilson quelque part, Jean-Paul. Et ce Jean-Paul avait la capacité de pouvoir dire tout ce que je ne pouvais pas faire. Et ça, c'est pas du pilote qui s'en va, c'est une forme d'imaginaire qui permet aussi justement de rester très connecté et d'avoir quand même une relation sociale entre guillemets à bord. Ça peut paraître fou, mais l'être humain a besoin de cette relation sociale. Et j'avais inventé ce personnage un peu comme un copain, un peu comme un clown blanc qui était capable aussi dans le bateau de délivrer des messages à terre
pas quand je parlais avec mes routeurs, parce qu'avec mes routeurs, on avait un comportement des fois de charretier. Je me suis mis à les insulter. Ils pouvaient rien, qu'il n'y avait pas de vent. Mais vous me faites chier. Alors que à la base, le vent c'est pas de leur faute. C'est comme ça. Hein, on rigole. Des fois, c'est pas facile pendant 72 jours. Mais voilà. Et ils essayaient aussi de trouver des stratagèmes. Bonjour, groom de service le matin. Des fois, je recevais. Alors pour vous servir, monsieur, il me parlait. Enfin, voilà, on rentrait aussi dans ce jeu. Ça, c'est pas du pilote qui s'en va. Jean-Paul, c'était pas du pilote qui s'en allait. C'était un autre pilote à l'intérieur de moi-même. On était 2-3 dans ma tête pour pouvoir aussi exprimer des choses, etc., etc. Donc non. La traversée de l'Atlantique n'est pas un domaine dans lequel le pilote s'en va tout le temps. Bien au contraire, assez rapidement, ça ne m'a pas plu du tout parce qu'il y avait une forme de souffrance quand il revenait ici, quoi. Qu'est-ce que ça t'apprend sur toi-même de passer plus de 2 mois tout seul? Ça, par contre, c'est un luxe extraordinaire que j'ai. Alors, ce que je vais dire, il faudrait surtout pas que Joy l'entende, mais que j'aimerais revivre. Ça, c'est inévitable. Alors, j'aimerais le revivre, mais enfin, les conditions depuis Covid ont bien changé, notamment pour réunir des budgets pour faire ce genre de projet. Les choses ne sont pas alignées pour pouvoir le faire. Mais effectivement, alors je te lance l'invitation comme ça, comme tu veux traverser l'Atlantique à la voile. Moi aussi, j'aimerais bien, oui, effectivement, une bambée d'une 20aine de jours. C'est à peu près ce qu'il faut compter pour traverser l'Atlantique à la rame, à 3-4 copains et vivre ces moments. C'est des moments exceptionnels de parenthèse inévitables. Et alors encore plus en mer, où il faut partir non avec une tonne de bouquins, on peut partir avec une tonne de bouquins, il faut partir avec une tonne de stylos et de carnets surtout, et de calepins, et de partir avec des choses précises à écrire ou à réfléchir. Et ça, c'est des moments importants. Il y a 15 jours en arrière, je suis allé m'enfermer avec Joy dans une cabane près de la Clusaz pour pouvoir réfléchir à des projets, des sujets qu'on n'a pas le temps de faire dans notre quotidien. C'est une des meilleures choses qu'on ait pu faire depuis 3 ans, qu'on bosse beaucoup. Et on a dit, il faut le faire 2 fois par an. Tu fais des marches pédagogiques ou instructives ou créatives. Nous, on s'est dit qu'une semaine. Et là, ce genre d'expérience de traverser un océan n'a absolument... C'est un prétexte finalement. Mais je m'en suis rendu compte pendant que c'était pas toujours simple. C'est quand même 72 jours, faut quand même ramer, mais je me suis offert un luxe ultime. Je me suis donné la possibilité d'avoir une tâche à réaliser. Il faut les ramer les 10-12 heures, parce que sinon ça dure très très longtemps. Si vous vous laissez gravir comme ça, porter au gré des flots, ça met 150 à 200 jours pour arriver à l'autre bout. Donc c'est pas extraordinaire. Par contre, ce moment exceptionnel que je me suis offert m'a fait aussi rendre compte de mon cycle naturel de vie. C'est-à-dire que je n'avais pas d'horaire. J'allais au travail quand je voulais. Je me suis rendu compte que je me levais tous les jours naturellement vers 2-3 heures du matin, qu'à 3h30 j'étais en train de ramer, et qu'à partir de 15-16 heures j'avais plus du tout, j'étais cramé. Alors il y avait déjà la chaleur qui de plus en plus arrivait, mais que il fallait vraiment que je me repose, ça s'arrête, et je commençais à somnoler et rebelote. Et je me suis rendu compte qu'en fait mon état naturel était, j'ai découvert ça. Je m'en étais déjà douté. Je me rendais bien compte que j'adorais me lever très tôt et de m'arrêter très tôt dans l'après-midi. Mais là, je faisais comme vous voulez. Donc, il n'y a pas de souci. Si je me levais à 6 heures du matin, je terminais à 6 heures du soir, c'était pas de problème. Et moi, j'avais choisi de ramer 12 heures ou 13 heures d'un bloc. C'est-à-dire que je mettais beaucoup de choses dehors. Je rentrais parfois 10 minutes, un quart d'heure. Mais sinon, je mettais tout à bord et je ramais d'une traite. Des personnes étalent 10-12 heures. Les peu de personnes qui ont fait ce genre d'expérience le font en découpant 2 heures par-ci, ils se posent et tout. Moi, j'aime bien faire un bloc, un peu comme quand je vais au travail, où j'exagère, ou une tâche, ou une sortie longue, par exemple. Et après, je me repose, je fais du quotidien, une vraie pause avec des choses à faire, et je passe à autre chose. Et là, j'ai découvert ce cycle naturel chez moi qui est, j'ai un bon créneau de vie, 3 heures du matin, 3 heures de l'après-midi, quoi. Voilà. Sans avoir besoin de prendre un bateau et d'aller traverser l'Atlantique, je pense que c'est assez évocateur le fait de tu vois, tu parles de ta retraite en mode cabane. Moi, il y a pas si longtemps que ça, j'ai passé un week-end en van et j'ai laissé téléphone, ordinateur, travail, réseau. J'ai même pas pris de podcast ni rien avec moi. Je suis juste parti en van et donc j'avais pris un peu de nourriture, tu vois. Et donc j'ai été dans les petites montagnes près de chez moi. Je me faisais un petit trail de 2-3 heures comme ça ou 4 heures, enfin en fonction tout près. Et puis le reste du temps, j'étais juste là à me promener, à rester, à réfléchir. Donc j'avais pris un carnet de notes, j'avais pris un livre, un peu de philosophie. Je crois que c'était Être heureux avec Spinoza que mon frère m'avait offert.
serait temps de le lire. Et voilà, exactement. Et voilà, et j'ai simplement passé du temps avec moi-même, et en fait sans distraction autre, parce que même tu vois potentiellement les livres, etc. En fait t'es tout le temps sollicité par plein de trucs, et en plus quand t'es quelqu'un d'un peu hyperactif, un peu passionné, un peu curieux, bah t'as tout le temps des trucs utiles à faire. Et la fuite du temps, c'est une des pires choses qui soit. Donc et justement c'est vraiment dans ces moments d'arrêt du temps, enfin en tout cas de temps long, de temps différent, qu'il y a des vraies choses qui se passent. Et pour ça, il faut supprimer le bruit, comme tu le dis. Et effectivement, tu vois, comme toi, et je pense que c'est ce qui nous relie un petit peu dans ces épreuves longues aussi. Tu vois, là, dans le désert, par exemple, ben, ces 5 jours m'ont paru durer 1 mois. Je suis rentré, j'avais l'impression d'être parti 1 mois. Parce que aussi, t'as ces montagnes russes d'émotions. Tu vis la joie, la contemplation, la fierté, la peur, la douleur, le découragement. Et t'as tout ça, en fait, c'est que des émotions qui font partie de la vie. Sauf que là, elles sont toutes concentrées en 1 semaine. 1 semaine qui plus est complètement éloignée de tout ce qui est outils technologiques, confort. Il y a pas de lit, pas d'oreiller, pas de matelas, pas de douche, rien, tu vois. Et donc, quelque part, t'es juste... toi avec toi-même et ta saleté, et ça fait du bien. Et justement peut-être que c'est, et donc voilà, s'offrir un week-end entre guillemets de randonnée avec bivouac tout simplement, tu vois, mais sans prendre de musique, de téléphone, de podcast, c'est potentiellement le meilleur outil de développement personnel qui soit. Et ça nécessite pas d'avoir des capacités très, ça nécessite pas d'argent, ça nécessite rien d'autre que de se dire bah voilà, ce week-end je pars seul et je me fais voilà 2 jours, je vais faire juste 10 km un jour, je dors. Je fais 10 km le lendemain pour revenir chez moi. Tu fais une petite boucle comme ça. Tu as fait une nuit dans un refuge ou dans une tente si tu prends une tente. Et peut-être que c'est là où tu peux trouver ta fameuse cause noble. Et d'ailleurs, j'en viens à cette question. Comment est-ce que tu trouves cette cause noble ? Parce que toi, tu nous as raconté tes causes nobles, mais tu nous as pas expliqué comment est-ce que t'aidais les gens à trouver les leurs. J'interromps ce podcast pour te parler de la certification Féroce. Il s'agit d'un QR code présent sur chacun de nos steaks féroces composés de viande et d'abats. Il permet de garantir la valeur environnementale, le bien-être animal et la densité nutritionnelle. En le scannant, tu accèdes aux analyses micronutritionnelles et profils d'acides gras oméga 3, mais aussi aux photos de l'élevage et aux engagements de l'éleveur en faveur de la biodiversité et de la séquestration carbone. Plus d'infos sur féroce.food. Ah, alors ça c'est... Un gros travail, j'imagine. Non, un gros travail, on va commencer par des choses très simples. C'est-à-dire, tu es en vacances avec ta famille, et d'ailleurs pour revenir sur l'histoire des vacances ou des moments de pause que l'on s'offre, il n'y a pas besoin d'aller à 3000 km de chez soi. Et effectivement, on peut tout à fait partir devant chez soi, d'aller prendre, parce que la plupart des chemins on les a jamais pris, hein, on prend toujours que les mêmes routes, entre guillemets. Et c'est ça qui nous fait écouter des podcasts et de la musique, parce qu'en fait elles deviennent boring parce qu'on les connaît par cœur. Voilà. Et on se trouve perdu sur un chemin qu'on n'a jamais pris à 10 km de chez soi, et on se retrouve totalement ailleurs, et il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout de la terre, prendre des avions dans tous les sens, ça n'est pas forcément nécessaire, surtout pour faire ce genre de choses. S'il est nécessaire d'aller à 10 000 km pour aller rencontrer les personnes qui vont aussi nous apporter des compétences, ou une ouverture d'esprit, ou peut-être apprendre de nouvelles choses qui peuvent, quand on revient chez soi, construire davantage dans un monde meilleur là où on se trouve, ça a un intérêt. Si c'est juste pour aller faire un tour de manège, pour avoir été occupé différemment que ce qu'on est occupé la journée, effectivement, vaut mieux prendre un sac à dos et faire le tour de chez soi à pied pendant 2 jours. Ce sera beaucoup plus, à mon avis, beaucoup plus utile. Après, pour revenir aux histoires de causes nobles, imaginons c'est un gîte où on est une énorme cousinade, on est content de se retrouver entre cousins, on est dans un petit village qui s'appelle Gérardmer, une petite ville qui s'appelle Gérardmer, et à 500 mètres de chez soi, il est 7 heures du matin, à 7 heures du matin, il y a à 500 mètres de là, il y a une boulangerie, on est le premier levé et on se dit tiens, c'est sympa, je vais aller chercher les croissants pour tout le monde. Et puis on se dit bah naturellement, à 7 heures du matin, on a un peu veillé le soir, inévitablement, je prends les clés de la voiture, je prends ma voiture et je sais pas. Et au moment où je sors de ce gîte, je me dis mais tiens, c'est marrant, la semaine dernière, j'ai vu une émission qui me parle que effectivement la Terre est dans un réchauffement naturel, mais que l'être humain et que les animaux ont toujours eu ces changements, et que le darwinisme de base fait que les animaux s'habituent, mais là, l'être humain par son comportement a considérablement accéléré le phénomène, au point que la nature a peut-être pas le temps d'éponger ces changements, et par le darwinisme de base, ça peut pas se mettre en place aussi rapidement que la destruction, et accéléré par l'être humain, c'est pas top. Et notamment cette histoire de peut-être les courts trajets en voiture ont véritablement une incidence cumulée sur le nombre de petits trajets, etc., etc. Et d'un seul coup, on vient de semer une petite graine, et je me dis, ah, voilà l'argumentaire que j'ai. Ah oui, effectivement, j'ai 500 mètres à faire pour aller chercher le pain. La cause noble et le niveau de contrainte sont à peu près similaires.
C'est-à-dire, en gros, ma cause noble, oui, si je continue, je vais quand même pas contribuer moi-même, et faire 500 mètres à pied, qui est le niveau de contrainte, c'est finalement un budget acceptable à donner aux employés de son corps pour les mettre en mouvement pour aller faire ces 500 mètres. C'est ça une cause noble. C'est le budget que je vais être capable d'accorder à ces petits employés de mon corps pour les mettre en route, pour qu'ils puissent actionner un peu tous ces muscles. Ainsi va la vie, là, ce petit dessin animé de quand on était gamin, et de pouvoir actionner son corps pour pouvoir faire 500 mètres, aller chercher ses croissants et revenir. C'est ça une cause noble. Et des causes nobles de ce style, il y en a des petites et il y en a des fois des plus grandes. Alors, moi, j'ai eu besoin, et j'en ai encore besoin, mais j'en ai aussi les mêmes qu'on vient de dire, pour aller chercher les croissants. C'est une cause noble, c'est un budget, j'ai envie de dire, que l'on va être capable d'accorder aux employés de son corps pour pouvoir se mettre en route, un argumentaire pour que tous ce petit argumentaire se mette en route. Et des fois, le fait de le conscientiser va tout à fait naturellement aller beaucoup plus vite dans la démarche de se rendre compte. Là, actuellement, tous les athlètes que j'accompagne sont dans cette écriture de partition. C'est-à-dire que je leur demande de partir de la cause noble, les ingrédients et les événements remarqués, remarquables. Et bien souvent... C'est quoi les événements remarqués, remarquables? Par exemple, c'est d'aller chercher les croissants à pied plutôt que d'y aller en voiture. C'est de faire la traversée. Donc la cause noble, c'était... Donc si on décompose, la cause noble, c'était la cause écologique. Je résume ça. Exactement ça. Les événements remarqués, remarquables... c'est les 500 mètres à pied, aller-retour. 500 mètres à pied. Et les ingrédients, qu'est-ce que t'as besoin? Donc concrètement, d'avoir des gens qui puissent te permettre de marcher et puis suffisamment de force dans le bras pour porter tes croissants, quoi. Voilà, exactement. C'est parce que j'ai ma feuille de route. Exactement. Mais imaginons que donc la cause noble, on est bien d'accord que c'est le facteur motivationnel qui permet c'est la petite graine. C'est ce qui permet de garder. C'est la source et exactement. C'est aussi ce qui permet de se reposer dessus de garder pendant l'engagement bien sûr. Sur la durée. Et d'ailleurs, avec une bonne cause noble, on est capable, quand ça commence à flancher au milieu d'une épreuve, de se dire, dans ma cause noble, n'oublions pas que je suis pas là pour courir cette épreuve, mais que je suis là aussi pour envoyer un message fort à toute ma famille qui fume un paquet par jour, et que je vais leur montrer que mon papa est dans un état, machin, que leur montrer que c'est quand même plus agréable et d'avoir une vie en meilleure santé, ça peut leur donner un exemple, etc. Et d'un seul coup, je ne suis plus là pour courir, parce que ça devient là-bas, c'est dur de courir, au milieu des sentiers, et que d'un seul coup, ça redonne aussi du budget à l'avancement, qui n'est pas celui de... Parce que courir... oui, c'est un peu chiant de courir finalement. Ah non, je suis pas là pour courir. Je suis là pour assouvir cette cause noble personnelle à la base. Je suis pas là pour courir. Ça, ce n'est que l'outil, finalement. Ne pas courir pour courir. Parce que faire l'ultra-trail du Mont Blanc, par contre, je trouve ça un peu... c'est nul, quoi. De toute façon, je pense que c'est pas possible de faire des défis un peu extrêmes sans avoir une cet cause argumentaire. Parce que sinon, t'abandonnes forcément avant. C'est bien là le problème. C'est-à-dire que bien souvent, le niveau de cause noble est bien loin du niveau de contrainte. Oui. Et c'est souvent là. Parce que quand la contrainte est au-dessus de la cause noble, inévitablement, on finit par se faire dégommer. L'argumentaire qu'on a trouvé pour dire je vais chercher les croissants à pied parce que les gens qui font des petits trajets en voiture, etc., etc. Si la boulangerie est à 10 km, le niveau de contrainte est largement au-dessus du niveau de cause noble. Le niveau de cause noble, je vais préserver l'environnement davantage que si j'y allais en voiture. Bon, ok. Non, mais attends, les mêmes personnes, elles vont prendre la voiture pour aller acheter leurs croissants à 10 km en voiture, et derrière, elles vont après aller à la salle de sport pour aller faire du vélo en salle. Oui, alors qu'il suffit d'aller à la salle de sport, toucher la porte d'entrée en courant et de revenir, et puis on est payé. Oui, ou aller chercher les croissants en vélo. Voilà. Et bref, là, le niveau de contrainte est largement au-dessus de la cause noble, et bien souvent, ça ne fonctionne pas. Ce que je veux dire par là, c'est que ne pas oublier d'avoir un niveau de cause noble qui soit à peu près du niveau d'argumentaire, du niveau de contrainte. Oui. Et par exemple, pour faire 10 km ou 15 km, l'argumentaire pourrait être un autre. C'est-à-dire, je sais, quand je reviens du travail, tous les soirs en voiture, je passe par une boulangerie où l'une des personnes qui me sert les croissants me plaît, on échange des fois des sourires, j'aimerais peut-être lui montrer un peu plus qui je suis, je sais pas, et pourquoi pas, on est tous dans ces relations, arrivés à un âge de sa vie, et de se dire, et si j'allais en courant jusque cette boulangerie, que cette personne me voit arriver dans cet état, je suis venu en courant chercher les croissants ce matin, je pourrais peut-être l'impressionner. C'est un argumentaire, c'est une cause noble, qui est un facteur émotionnel, peut-être amoureux, ou je sais pas, et peu importe, ça donne un niveau de cause noble. C'est le cause noble. J'aimerais impressionner cette fille par une espèce de forme de bravoure d'avoir été jusqu'à cette boulangerie en courant. Bref. Et là, bizarrement, le niveau de cause noble est suffisamment importante pour être capable d'être à la hauteur de ce 20 km aller-retour pour aller chercher les croissants. Ce que je veux dire par là, c'est que ne pas oublier non plus
que de partir sur un ultra trail du Mont Blanc avec l'argumentaire c'est la sortie du club de cette année et puis chaque année tout le club cette année on a décidé que ce serait l'ultra trail du Mont Blanc, alors on essaye tous d'aller y faire une course et puis du coup comme j'avais déjà fait l'OCC, je vais peut-être faire l'UTMB. Si ça n'a pas plus que ça d'argumentaire, on voit bien que derrière, c'est très laborieux de trouver tout un tas de prétextes et de quand même réussir à boucler ce truc-là, parce que l'argumentaire de la cause noble, elle est pas incroyable, les ingrédients qui la composent pour les mettre dans la matière, inexistants, et le mec part et cherche tout un tas d'artifices, de bazar, pour quand même parvenir à finalement se raccrocher. Oui, bien souvent, mais si ça arrive au bout, de ne se raccrocher à une espèce de j'espère qu'on va me donner une médaille et que la veste elle sera belle à l'arrivée, quoi. Alors que pardon, mais la médaille, la veste, et puis de savoir dans quel niveau de catégorie vous êtes et combien vous avez fait dans votre catégorie, mais on s'en fout complètement. Enfin, je veux dire, et les gens sont obligés de se raccrocher à ça pour quand même avoir quelque chose à tirer de cette épreuve, et que normalement ça devrait se faire peut-être tout seul, de par un argumentaire qui aurait été fait derrière, et qu'en franchissant simplement la ligne d'arrivée, sans veste à l'arrivée, sans récompense de je sais pas quoi, de médaille, et puis de savoir combien vous êtes dans votre catégorie. Ça n'a aucun argumentaire quelque part au point de dire non, je me suis apporté par moi-même cette satisfaction personnelle, je n'ai pas eu besoin de stimuli extérieurs pour peut-être m'apporter, parce que là on parle plus du tout de développement personnel, et que cette cause noble, elle existe. Et je veux pas dire que je connais personne, mais je connais très peu de personnes qui sont pas capables de savoir à l'heure actuelle, dans ce moment de leur vie, qu'ils n'ont pas envie d'exprimer un petit quelque chose personnellement à eux, une forme de jardin secret qu'on aimerait mettre dans la matière, en dehors de sa vie professionnelle, dont généralement la cause noble, elle est déjà bien définie, et par la conjoncture, et par l'entreprise, et par le directeur marketing, et par la réalité, enfin ça. Et la cause noble familiale, bien souvent décidée à plusieurs, en famille, sur le lieu de vacances, peu importe, sur les événements qu'on décide de faire en famille, mais que on a quand même la chance dans ce cadre-là, et notamment le sport outdoor est un merveilleux outil pour ça, d'aller véritablement choisir quelque chose qui soit parfaitement adapté à un quelque chose. On n'a pas beaucoup de moyens d'expression quand on arrive à un certain âge avec des responsabilités et familiales et professionnelles, de s'octroyer une envie de dire quelque chose, d'exprimer quelque chose, de montrer quelque chose. On a tous ça au fond de nous, enfin à moins que je me trompe, et alors là on est dans une plus grande ampleur, et on est tout à fait capable de le faire au travers d'événements si ça a été organisé. Donc me dire je ne sais pas quelle est ma cause noble, bien souvent c'est quand effectivement les gens sont pris dans un bazar et dans une espèce de routine naturelle, c'est-à-dire que je sors du travail, ça me fait du bien, ça me permet d'oublier ma journée. Des fois j'entends ça, on l'entend tous. Moi sinon je pèterai les plombs si quand je sors du travail, il faut que ça me permet d'oublier. Non, et probablement pas bien situé sur la roue du vélo. Oui, c'est ça. Et inévitablement, on en arrive à des situations où les personnes gesticulent mais ne font pas de développement personnel. Là, on parle d'un autre sujet, c'est-à-dire que les gens essayent de s'occuper l'esprit. Des fois, j'ai envie de leur dire, mais allez au bistrot, ce sera plus marrant. Hein. Des fois, on est dans une démarche. Donc, j'accompagne aussi les personnes à dire, non, stop, réfléchis 5 minutes, et on a le temps, parce que bien souvent, on arrive avec écoute, moi j'ai calé mes vacances et puis du coup je ferai telle épreuve. On a l'impression qu'elle a besoin de s'occuper. C'est-à-dire c'est une personne dès qu'elle rentre chez elle, il faut tout de suite mettre la télévision, et elle veut à tout prix presque de savoir sur les 2 ans à venir le programme d'entraînement, les épreuves. On n'est plus dans du développement personnel, c'est je veux être cadré, occupé, en ayant la vie que je pense qu'il est nécessaire et qu'il est bien d'avoir. J'ai presque l'envie de faire correctement la vie et d'être un tout bien. Et je veux pas forcément être moi-même. Moi, je veux faire les choses bien, comme on m'a un peu expliqué entre mon éducation et ce que j'entends à la télé, et ce que je vois, et ce que je pense qui est pas mal. Je dois faire tout bien ça pour avoir quelque chose de bien fait. Ouais, mais ce serait bien aussi qu'il y ait de la profondeur de chacun, et que ça transpire soi-même, et l'individu a besoin à un moment ou à un autre de transpirer qui il est au plus profond de lui. Et puis c'est pas être quelqu'un qui se réalise en disant j'ai fait correctement les choses. Bon, c'est pas celui qui fait tout bien qui a une vie heureuse. Enfin, je ne pense pas. Et voire même des fois, ça peut même des fois mal finir. On voit des gens craquer de cette manière de ne pas avoir pu s'exprimer au travers d'un quelque chose très personnel. Et ça, on l'a tous. Et des fois, le fait de l'évoquer, y a des gens qui disent ah oui, c'est vrai, et c'est souvent ça que j'entends en fait. C'est ah ouais, c'est vrai, c'est pas bête ça que moi j'ai jamais eu l'occasion
d'exprimer ça. Moi, je vois des gens arriver et dire, écoute, un jour, je t'ai écouté dans un podcast et me dire, c'est vrai que je me suis rendu compte que j'en rigolais, puis ça me fait de moins en moins rire, que je suis la seule personne de ma famille qui n'a pas fait la diagonale des fous. Mes parents l'ont fait, mes frères et sœurs l'ont fait, mon frangin et ma frangine, et puis je suis le seul. Alors on en rigole à Noël et tout, mais il s'avère que l'année dernière, ça commence à plus me faire rire. J'ai l'impression de pas être intégré dans cette famille. Oh. Et c'est un sentiment que je n'ai jamais eu parce qu'il n'y a aucune mauvaise intention de leur part de cette famille. Mais là maintenant, je l'ai mal pris ou je sais pas. Il s'est passé quelque chose en moi. Et donc je pense qu'il est vraiment nécessaire que pour assouvir cette cause noble personnelle, là, la liste des ingrédients, elle est assez rapidement trouvée et la cause noble, elle est rapidement trouvée. Et donc j'aimerais trouver une solution parce que c'est pas la diagonale des fous que je veux faire. C'est ne pas quitter cette famille. Surtout que mes parents vieillissent et que j'aimerais pas ne pas sentir que je fais partie de leur famille alors qu'ils sont encore vivants. Ok. Bing. Alors, c'est pas forcément quelque chose de très rigolo, mais on a tous des petits quelque chose comme ça qui traînent au fond de nous. Et n'ayons pas peur de se les avouer à soi-même. Et on n'est pas obligé de le dire à la personne qui nous accompagne, on est obligé de le dire à personne. Ce que l'on peut exprimer, c'est dire aussi, voilà, moi, j'ai des choses qui traînent au fond de moi, et je trouve que j'ai listé les ingrédients capables de les mettre dans la matière en fonction de ma situation. Je travaille beaucoup, j'habite en ville, etc. Et j'ai décidé de faire cette épreuve alors que vous ne m'avez jamais vu faire de sport, et que en ayant fait cette démarche, je vais faire le 20 km de Paris. Mais ça va pas. Non, mais un jour j'ai écouté, j'ai lu un livre ou j'ai écouté un gars sur un podcast qui m'a dit un truc qui m'a plus parlé que faites du sport, c'est bon pour votre santé. Oui, enfin c'est pas ça qui va me donner envie de le faire. Je sais bien que fumer c'est pas bien, je sais bien que pas faire de sport c'est pas bien, je le sais bien que ce sera pas bon pour mon cœur, mais j'ai pas d'argumentaire pour lui faire du sport. L'argumentaire, tu peux peut-être avoir un problème cardiaque, tu peux peut-être avoir ça si tu fais pas de sport. Ça me suffit pas ou c'est pas ça qui me fera faire du sport. Par contre, j'ai un jour entendu quelqu'un, j'ai lu un livre où je me suis renseigné et il y a quelqu'un qui m'a parlé du sport un peu autrement. Il est parti d'un argumentaire où il partait vraiment de lui et puis c'était plus du sport finalement. C'était un acte qui avait pour mission de réaliser quelque chose qui est au fond de moi en ce moment. Et là, d'un seul coup, ça m'a parlé. C'est plutôt vers ça qu'il faut aller, je veux dire, quand on parle de cause noble, liées aux activités outdoor, ou qui sont liées aux aventures dehors. Et on a la chance d'habiter dans un environnement, que ce soit de Paris, en passant par Marseille, mais dans les massifs montagneux. La France est un terrain de jeu pour faire du sport outdoor qui est quand même extraordinaire. Et même en Europe, mais surtout en France, et c'est quand même génial. Et donc assez rapidement, le bikepacking actuellement facilite bien les choses pour des physiques, parce que courir c'est quand même très traumatisant et ce n'est pas toujours adapté pour mettre des causes nobles et surtout la liste des ingrédients que les gens peuvent avoir. Voilà, j'ai 50 ans, j'ai jamais fait de sport, j'ai eu des opérations du genou. Ça fait partie des ingrédients. Je choisis de faire l'Ultra Trail du Mont Blanc parce que l'entièreté des ingrédients ne rentre pas là-dedans, ça ne marchera pas, entre guillemets. Et donc, quand on parle comme ça aux gens, dans le système éducatif, pour mettre en action les personnes, on ne parle pas de performance, on voit bien qu'il y a une nécessité. Les Jeux Olympiques ont tenté de faire des choses, il y a eu des choses merveilleuses de réaliser, il y a assez peu de choses de fait dans les écoles, j'ai toujours du mal un peu avec ça, mais inévitablement, présenter l'activité physique autrement que c'est bon pour votre santé, c'est pas forcément un argument qui peut parler. Le niveau de sédentarité que l'on développe en France grandit chaque année. Le niveau de minutes de sport, faire du sport peut nous paraître, parce que nous on est dans un environnement, on a l'impression que tout le monde fait du sport autour de nous. Il n'y a pas grand monde qui font du sport en France, et il y en a de moins en moins. Ça peut paraître incroyable quand on calcule le nombre de minutes par individu qui font de l'activité physique. Et peut-être que ça ne l'aurait pas présenté comme il faudrait, je sais pas. Je suis pas le seul à parler comme ça. Il y en a plein d'autres qui parlent comme ça, mais ils ont assez peu pignon sur rue, parce qu'on parle du sport comme des sportifs. Les gens, l'activité physique, le sport santé, ce n'est pas du sport avec des gens qui n'ont des fois pas grand-chose comme argument de vouloir battre les autres, qui finissent un coup sur deux en burn-out, etc., etc. Chez les sportifs de haut niveau, parlons aussi plutôt de cet argumentaire d'outils capable de mettre dans la matière des petites choses, avec des petites victoires au quotidien, avec tout cet petit argumentaire, entre guillemets, pour faire bouger les gens. Ça me semble, et je trouve que la raison personnelle profonde est un bel argument pour mettre le pied à l'étrier, plutôt que de dire faut faire du sport. Parce que ça fait peur, faire du sport, et quand on n'a pas d'argumentaire très précis pour faire du sport,
c'est carrément difficile et puis c'est ingrat, quoi. Enfin, je sais pas ce qu'en pensent les gens, mais moi je trouve que c'est très ingrat si on n'est pas capable de s'apporter un argumentaire. Écoute, ça me parle beaucoup. J'aime beaucoup ce que tu partages et cette idée. D'autant plus que tu sais parfois on peut entendre dans un discours de développement plus conventionnel que le fait de faire un exploit ou de réussir quelque chose pour soi, pour prouver quelque chose aux autres ou pour se prouver quelque chose à soi-même, ça serait une mauvaise chose et qu'il faudrait mieux essayer de solutionner entre guillemets ce truc qui traîne au fond de toi plutôt que de l'incarner dans la matière et de le traiter vraiment. Et donc moi je suis, on va pas débattre sur le sujet. Moi je suis tout à fait en phase avec toi puisque c'est ce que j'expérimente aussi dans ma vie et j'ai vu à quel point ça a été facteur de transformation et d'équilibre psychologique pour moi et émotionnel. Donc voilà, mais ça fait plaisir d'entendre ce type de discours et je trouve ça vachement intéressant. Pour autant, on a évoqué la notion d'échec, notamment dans une perspective où ta cause noble serait pas suffisamment grande par rapport à la hauteur de ton exploit. Mais dans le cas où ta cause noble, elle est suffisamment grande, ça met d'autant plus d'emphase sur la réussite de ton exploit parce que tu sais pourquoi tu le fais et ce pourquoi tu le fais devient presque toute ta vie hyper important. Et donc l'échec, et déjà même rien que sur l'épreuve en tant que telle, tu vas avoir peut-être beaucoup plus tendance à avoir des pensées parasites, etc. parce que tu polarises le fait de réussir ou pas. Et cette polarisation te permet pas d'être pleinement dans l'ici et maintenant. Donc ça, c'est la première problématique. La seconde problématique, c'est que si tu échoues, comment est-ce que tu te relèves ? Comment est-ce que tu te dis que malgré tout, tu vas pouvoir nourrir ta cause noble avec soit ce même exploit réitéré, soit un nouvel exploit. Analyser évidemment les ingrédients, parce que clairement, a priori, c'est un problème soit d'analyse initiale des ingrédients, soit d'optimisation de ces mêmes ingrédients, soit un facteur externe. Parce qu'il faut quand même pas oublier, tu parlais tout à l'heure de la métaphore avec l'entrepreneur, je trouve ça intéressant. Tu vois, tu parlais des embûches et de la capacité à les dépasser. Moi, je pense que en tant qu'entrepreneur, au contraire, les embûches, c'est pas seulement la capacité à les dépasser, il faut les voir comme des cadeaux, parce que une fois que tu les as dépassés, tu vas mettre le pied dessus, et c'est ça qui va permettre de passer à l'étape d'après. Donc moi, il y a plein d'entrepreneurs qui cherchent le plan parfait pour que leur boîte, ça soit une ligne droite. Et donc ceux-là, souvent, ils sont pas dans l'action, et donc ils passent jamais à l'action. Et je pense que la meilleure façon d'avoir une boîte qui progresse en étant fitness avec son environnement, c'est d'accueillir les problèmes, de les résoudre, et en les résolvant, en fait, ta boîte, elle progresse. Parce que c'est la solution que tu apportes au problème qui crée ta boîte, en fait. C'est ça, créer une boîte. C'est résoudre des problèmes sans cesse, et à chaque fois que tu en règles un nouveau, tu passes au suivant. Bon, bref, c'était une incursion là-dessus. On pourrait faire plein de parallèles. D'ailleurs, tu disais tout à l'heure que y a pas de mental fort. Malgré tout, j'ai l'impression que le fait de réussir des épreuves telles que tu as pu les faire, la traversée de l'Atlantique, machin, etc. Que ce soit les épreuves en elles-mêmes ou même l'entraînement, parce qu'à l'entraînement, il y a les fois où t'es sorti alors que il pleuvait, qu'il ventait, les fois où t'as peut-être pris une douche froide, un bain froid, toutes ces difficultés, toutes ces fois, ces petits choix quotidiens où t'as préféré prendre le chemin ascendant, le chemin difficile plutôt que la voie de la facilité, même les jours où t'as décidé d'aller chercher tes croissants à pied alors que t'aurais pu y aller en voiture, ces jours où t'es rentré du bureau alors que t'as 20 km à faire en courant plutôt que d'avoir pris ta voiture, etc. Toutes ces petites victoires personnelles contre toi-même, toutes ces fois, même un exemple encore plus con, t'avais décidé de prendre 2 carreaux de chocolat dans ta plaque de chocolat. Tu manges les 2, t'as encore envie d'en prendre un 3e. Là, t'as 2 options. Soit tu cèdes à ta tentation et tu manges le 3e, soit tu résistes et tu le manges pas. Si tu résistes et que tu le manges pas, ça renforce tes neurones inhibiteurs et d'une certaine façon, c'est toutes ces petites choses accumulées qui, quelque part, de mon point de vue en tout cas, créent un mental qui est résilient, qui est capable de faire face à l'adversité, à la difficulté. Et étant donné que l'environnement, que ce soit en entreprise, quand t'es entrepreneur, que ce soit dans la vie courante ou que ce soit dans des épreuves un peu extrêmes, les flèches de la vie, elles seront toujours là, elles vont arriver. Et donc, si tu veux avoir un gilet pare-balles, il faut que petit à petit, dans ton quotidien, t'aies ces petites victoires, t'aies un quotidien qui soit parfois inconfortable pour entraîner ta capacité à réagir face à tout ça. Et ça peut être, là on parle de course à pied, etc. J'ai mon ami Rudy Koya qui fait de la muscu par exemple, il fait des séries de 20 au squat. Je sais qu'une série de 20 au squat, ça brûle partout, ça demande une force mentale de fou pour y arriver, tu vois. Et ça, c'est là où tu forges quand même quelque chose. Et donc je trouve que forcément, le fait de réussir, d'autant plus quand c'est corrélé à une cause noble, d'arriver au bout, paf, tu mets ça dans ta boîte à cookies. C'est David Goggins qui parle de ça. Il dit qu'il a sa boîte à cookies et dans les moments difficiles, quand il est en train de faire un 100 miles
et qu'il a la jambe pétée, ce qui lui permet de continuer à courir, c'est d'ouvrir sa boîte à cookies et de se dire, ok, bah j'ai déjà fait ça par le passé, ça par le passé, ça par le passé et j'ai réussi. Et là, on parle de défis sportifs, mais ça peut être aussi, tu vois, moi, dans ma vie d'entrepreneur, j'ai eu des discussions difficiles, j'ai eu des décisions difficiles. Je savais ce que je devais faire, je savais quelle était la bonne posture, mais pour autant, j'avais pas envie de la choisir parce que elle pouvait décevoir des gens, blesser des gens, etc. et créer des situations complexes où c'était des risques importants. Encore, la prise de risque, c'est quelque chose que je gère bien. Mais si ma décision, elle peut avoir des corollaires et des effets collatéraux sur des humains ou sur leur jugement vis-à-vis de moi, c'est des choses qui sont difficile, tu vois, parce qu'on est tous en quête un peu d'approbation des autres. Et ben, tu vois, tout ça quelque part, c'est dans ma boîte à cookies. Ça construit la personne que je suis, et c'est ça qui me permet au quotidien de pouvoir avoir la sensation d'être libre, parce que je sais que quoi qu'il m'arrive, et il m'en arrive des tas des merdes, tu vois, mais comme à tout le monde, hein, je suis pas du tout en train de me victimiser, mais souvent elle me passe par dessus, parce que en fait. Tu vois, c'est un peu, j'aime bien cette métaphore avec le trail et la montagne. Si t'as l'habitude de marcher sur un trottoir, t'as un arbre qui tombe sur ta route, tu sais pas quoi faire, comment tu fais pour passer par-dessus. Mais si tu passes ton temps à marcher dans un chemin de forêt avec des racines, des cailloux, des bouts d'arbres partout, etc., un arbre de plus qui tombe ou pas, ça ne change absolument rien, tu vois, ça fait juste partie de ton quotidien. Bon, je ferme cette énorme digression pour revenir sur cette gestion de l'échec. Et tu n'as que 5 minutes. Ouais. Et juste avant l'échec, j'aimerais aussi évoquer un tout petit élément qui est peut-être un peu mon côté pervers, parce que je pense qu'on a tous un côté un peu pervers ou malsain. En plus d'être narcissique et égoïste, t'es pervers. Je suis pervers. Parfois, dans les épreuves, et ça nous arrive tous, d'avoir des moments où on n'a plus beaucoup de solutions. On a beau revenir à ici et maintenant, on a beau réactiver sa cause noble, qui va nous rappeler que oui, bah finalement il pleut aujourd'hui, mais bon, ce niveau de contrainte va augmenter. Hein. Partir courir 10 km avec tout un tas d'épreuves à l'intérieur, mais en plus la contrainte est rajoutée par de la pluie. Quel est mon niveau de cause noble, donc de mon budget, me permet de, s'il est toujours au-dessus, bah finalement de y aller quand même. Parce que sinon, si mon cause noble est en dessous, j'irai pas. Bref, peu importe. Et puis, on a trouvé des stratagèmes. Mais des fois, on n'a pas plus argumentaire que ça. Moi, et surtout au milieu des épreuves, surtout les épreuves très longues. Et alors, moi, je sors un peu de ma boîte. J'ai toujours un argumentaire qui est, je sais que inévitablement, j'aime, mais ça c'est grâce aux réseaux sociaux, j'aime aussi proposer mes projets, j'aime aussi construire des gens qui vont avoir la capacité, je les mets en situation pour avoir la possibilité de m'exprimer que ce que je fais ne leur plaît pas, qui n'aiment pas ce que je fais, qui trouvent ça bête, ou qui ont des critiques virulentes. Et j'arrive toujours un peu, parfois, même très souvent, notamment l'année dernière quand je suis parti en Russie en vélo, de construire ces gens-là, de les mettre en situation de m'exprimer, leur virulence, leur insulte, etc. Parce que j'aime bien les avoir en banque, ceux-là, parce que je sais que des fois au milieu, je suis bien content de me dire « Ah oui, je vais leur prouver. » N'oublie pas qu'il est hors de question de donner raison à ces gens-là. Et que tu t'es pas embêté à les construire, à les mettre en place, parce que on sait facilement jouer avec les réseaux sociaux. Dans tous mes projets, j'ai construit des personnes pour les mettre dans cette capacité, l'être humain est assez facile à manipuler, pour pouvoir les mettre dans cette capacité de les mettre en situation de m'envoyer des messages et qui me donnent, moi j'en ai besoin de ces gens-là, parce que quand ça va vraiment mal, je les ressors et je dis, n'oublie pas que tu dois surtout pas leur donner raison, et ça te donnera la possibilité d'assouvir tes causes nobles et de faire plaisir à l'entièreté de tes proches quand tu auras passé la ligne d'arrivée. Mais des fois, on n'a pas d'autres sources. Dans les plus gros retranchements, j'ai cet argumentaire. L'échec, parenthèse, 5 minutes. Les échecs ne sont pas toujours comme on voudrait le dire. Un échec, c'est quoi? C'est quelque chose que l'on a quantifié, qu'on n'arrive pas à aller. Je dois faire une série de 200 mètres en 34 secondes, et puis je les passe tous en 35, c'est un échec, je suis déçu. Si j'avais dit que je voulais tous les passer en 36, que je les passe en 35, je suis heureux. C'est juste une histoire de niveau de contrainte ou de quoi que ce soit. Je dis que je veux faire l'Ultra Trail du Mont Blanc et je dis je veux le gagner, je veux faire top 10, je veux faire le top 100 ou je veux juste passer la ligne d'arrivée. Je dis que je veux le gagner et je finis 15e, je suis déçu. Je dis que je veux juste le terminer, je termine 15e, je suis très heureux. Donc, finalement, il faut pas non plus oublier, comme tu le disais, que la liste des ingrédients a intérêt à être très précise par rapport aux échecs. Après, pour éviter aussi un échec, ne pas oublier que entre le moment où on écrit une partition de la cause noble des ingrédients, l'événement majeur qui aurait pour vocation de mettre ça dans la lumière, on va aussi y intégrer, en plus de toutes ces petites agressions quotidiennes capables d'élever ses curseurs pour obtenir le véhicule capable de faire cette épreuve, ne pas oublier d'égrener tout un tas d'épreuves qui ont pour but, non, je vais faire
des épreuves, comment ils appellent ça, des épreuves intermédiaires ou testing ou je sais pas quoi. Non, il faut faire des états des lieux. Chaque entraînement de chaque journée a pour but d'agresser un ou deux domaines. Tu parlais effectivement de ton ami dans la musculation. Il va pas faire toutes les filières, tous les groupes musculaires. Il cible jour après jour pour entraîner des gens à faire du crossfit. Plutôt un domaine très précis, voire deux, mais il y a toujours un seul domaine d'agression par séance. Chaque séance de course à pied, si on parle de trail, a pour but d'agresser un domaine pour augmenter ce domaine de compétence, voire deux. Il y en a toujours un petit peu en sous-jacent. Bref. À la suite de ça, on a besoin aussi à un moment ou à un autre de réunir toutes les compétences en une pour savoir où en sont les différents curseurs, où j'en suis par rapport au point de départ et quand j'en suis, et pas de dire, je veux prouver, non, je veux déjà assouvir ma cause non personnelle. Non, ne pas oublier d'avoir des épreuves qui n'ont pour rien d'autre comme but de faire un état des lieux. C'est-à-dire, je passe la ligne d'arrivée en toute objectivité. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est de la merde. Ça, je suis pas au niveau. Ce curseur-là, il est bon. Ah bah dis donc, celui-là, c'est incroyable. Celui-là, oui, naturellement, j'ai plutôt cette compétence à avoir ce curseur à la hauteur que je veux avoir pour ce truc-là. Et je repars au travail. D'ailleurs, ça donne une grande orientation. Des objectifs intermédiaires. Ça donne et puis ça donne une sacrée belle orientation pour le futur plan d'entraînement quelque part. Et plutôt ça donne confiance aussi. Exactement. Et puis surtout, on reste objectif de qui on est vraiment. On arrête de passer sous le tapis des choses qui vont être essentielles. Tu te découvres pas le jour de l'UTMB. Exactement. En fait. Et c'est comme ça que des fois arrivent des énormes échecs, et notamment dans les qualités du pilote, de se retrouver face à des échecs énormes parce que il y a encore 2-3 beaux exemples, notamment je pense à un qui vient de se passer à la Saint-Élion, où c'est juste incroyable de voir des propos comme ça dans les interviews post-Saint-Élion pour un athlète de ce niveau-là qui sort des choses. Vas-y, mais c'est pas possible. Il a jamais travaillé son pilote, cet athlète. Ça fait peur, quoi. C'est-à-dire que, inévitablement, si tout ça, au cours des différentes épreuves qui ont vraiment servi d'état des lieux, on va tout de suite déceler des événements où on va quand même sérieusement limiter l'échec. Parce que généralement, quand on parle d'échec, c'est pas un échec, c'est quelque chose de gros qui a été raté. C'est pas, il y a pas un échec, c'est souvent important. Donc, ne pas oublier non plus de faire ce travail tout au long d'une année pour limiter aussi la compétence et la capacité d'échec. Et puis, sur l'échelle d'une vie, un échec de cette année-là, si on le reporte d'une année pour avoir appris des choses, ça va aller. Ça, c'est rationnel. Dans les faits, on n'a pas toujours autant de discernement dans l'émotionnel. Ok, donc toi aujourd'hui, tu as une nouvelle cause noble, là, tu prépares une nouvelle aventure ? En août 2026, je vais partir tenter de réaliser la Via Alpina et la cerise sur le gâteau serait de battre le record. C'est partir de Slovénie, c'est d'aller jusqu'à Monaco par les sentiers de randonnée balisés, ça s'appelle la Via Alpina. C'est 2000 km. 110 000 mètres de dénivelé positif, ce sont des chiffres. Le record est à 34 jours. Je le fais sans assistance organisée. Je prends un sac à peu près de 7-8 kilos avec tout le nécessaire. Je me ravitaille au fur et à mesure des rencontres, des refuges, etc. Et je vais essayer de mettre 34 jours. Ça, c'est la finalité. La cause noble. Vouloir aussi expliquer une méthodologie en une seule et unique épreuve qui serait un peu mon jubilé. J'aurai 50 ans en 2026 et l'occasion de réunir toutes les compétences que j'ai pu apprendre depuis 20 ans et notamment depuis 2009 avec cette méthode. Et je voudrais réunir la plupart de toutes les sports de haut niveau, trail, et de toutes les différentes aventures que j'ai pu faire depuis 2017 jusqu'à l'année dernière, les réunir en une seule et unique épreuve. Donc, dans chacune des aventures que j'ai pu vivre, je reprends quelques éléments et j'ai pensé, donc ça a été la liste de mes ingrédients, et j'ai pensé à une épreuve. Et donc, réunir toutes les compétences acquises, faire la liste des ingrédients qui prenaient l'entièreté de quelques éléments de toutes les aventures et du sport de haut niveau que j'ai pu vivre, en a découlé de réaliser la Via Alpina, et pourquoi pas, mais aucune prétention, parce que déjà le faire ce serait merveilleux, de faire ça avec une façon de communiquer qu'on va essayer de changer pour pouvoir apporter quelque chose qui me soit plus proche que ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle. Et voilà comment je construis ce projet. Donc là, je travaille dur, avec de bonnes raisons de le faire, pour être capable d'enquiller 60-70 km par jour, avec à peu près 3 à 4 000 mètres de dénivelé positif pendant une trentaine de jours, en août 2026. 7-8 kilos sur le dos, le minimum de matériel. Voilà. Ok. Si on veut profiter de ta méthodologie, travailler avec toi, comment est-ce qu'on fait ? Où est-ce qu'on te retrouve ? Comment est-ce qu'on travaille avec toi ? Quel type de clientèle est-ce que tu acceptes ?
Alors, j'accepte une clientèle qui a plutôt pour vocation d'avoir envie de travailler autre chose que simplement le véhicule pour pouvoir faire une gesticulation attractive fin août du côté de Chamonix. Mais si des gens ont véritablement envie de développer tout ce que j'ai bien pu raconter pendant ce podcast, stéphanebrenière.com, et vous avez toute une liste de renseignements qui vous explique comment je construis une conférence et comment je construis de l'accompagnement personnalisé pour les athlètes, parce que j'ai envie aussi de rendre les gens autonomes. Moi, le but, c'est pas du tout de garder mes clients, c'est pas très commerçant, je l'accorde, mais le but aussi, c'est qu'une fois qu'ils ont bien compris comme ça, ils ont une grande autonomie. Après, dans des pratiques sportives, au moins de mise, ils savent se mettre en route tout seuls, et ils sont capables d'acquérir toute une méthodologie qui les rend autonomes. Après, s'ils ont besoin de développer selon les types d'événements qu'ils vont vouloir concrétiser, de se rapprocher des gens qui vont apporter des détails plus techniques, je sais pas, dans le vélo, dans le crossfit, ou dans l'aviron, ou dans le parapente, ou parce que ce sera peut-être des choses qu'ils auront besoin d'avoir pour réaliser leur cause noble. Et là, je leur sollicite d'aller se rapprocher de personnes compétentes. Mais dans toute l'écriture de la méthodologie et dans la réalisation d'événements type le trail, le bikepacking et l'aventure, ils peuvent se rapprocher de moi, stéphanebrenière.com. Je mettrai le lien de toute façon dans l'article lié, dans lequel on peut aussi retrouver toutes tes aventures. Il y a des films, on a accès aussi à tes réseaux sociaux sur lesquels tu partages des photos, etc. Donc ça permet aussi de s'immerger un petit peu dans ces belles aventures que tu as vécues. Pour terminer, en 1 minute, est-ce que tu peux offrir à nos auditeurs un petit takeaway, un plat emporté avec 2-3 key points qui peuvent retenir de cet échange, qui peuvent intégrer et implémenter directement dans leur quotidien. Donc si nos auditeurs, voilà, des choses à emporter avec eux qu'ils peuvent faire dès demain ou dès la semaine prochaine dans leur quotidien pour exprimer leur plein potentiel et jouer pleinement au grand jeu de la vie. Quand vous allez partir la prochaine séance de course à pied de ce week-end, vous partez tout seul, que vous soyez à pied ou à vélo, mais partez à pied, faites un footing en courant le plus lentement possible. Faites attention à ce que vos pas ne fassent absolument aucun bruit. Ayez l'impression de respirer que par le nez avec une respiration abdominale. Vous êtes environ à 5 km/h de footing et puis vous vous laissez calmement, qu'il n'y ait pas de bruit, que vous avez l'impression que votre regard est porté 2,50 m devant vous, un peu le rond de la lampe frontale devant vous. Vous avez les yeux quasiment qui ne regardent pas un point précis, mais un peu comme quelqu'un qui regarde nulle part, et que vous avez l'impression que c'est plutôt le sol qui défile sous vos pieds plutôt que vous qui avanciez, et que vous avez l'impression comme ça qu'il y a un calme en vous. Il y a une note profonde qui est assez basse. C'est calme. Vous avez une fluidité dans vos pas parce que vous voulez pas faire de bruit. Vous êtes capable de respirer par le nez avec une respiration abdominale. Vous avez le sol comme ça qui défile sur un terrain facile. Laissez-vous porter par ce moment pendant 3/4 d'heure, 1 heure. Voyez ce que ça peut vous procurer. Et si vous êtes capable de le reproduire à l'infini, et sur des terrains plus difficiles, en gardant cette note interne basse, eh ben vous allez vous rendre compte aussi que pour peut-être les trailers, vous allez vivre ça complètement autrement. Super, j'adore. Bah écoute, je vais tester. Un grand merci Stéphane pour ces partages. C'était très très riche, très intéressant. Ravi d'avoir fait ta connaissance et merci encore pour ta présence. Merci à tous. Au revoir.